Allez, on y va. Alors, on y va parce qu'en 2 heures, pardon. Deux activités en 2 heures. Alors, elles ne sont pas choisies par hasard parce qu'en fait, c'est la même logique. D'accord? Savoir nager et sauvetage, sur le parcours de formation de l'élève, c'est dans la continuité. On dit savoir nager plutôt collège, sauvetage plutôt lycée dans les textes, mais globalement, c'est en train de s'équilibrer. Rien n'empêcherait d'enseigner du sauvetage en collège quand les élèves ont validé la SSN. D'accord? Savoir nager, la finalité ultime, valider la SSN, priorité nationale, d'accord? Fin de 6e, fin de cycle 3, voire fin de cycle 4, pour ceux qui sont en retard. Enfin, ça, c'est les textes. Sauvetage, à l'issue de cette formation première des élèves sur le savoir nager, les élèves peuvent après s'orienter sur le sauvetage dans le cadre du parcours de formation. Donc, et attention, c'est le champ d'apprentissage numéro 2, c'est pas par hasard. D'accord? La plupart des candidats sur le savoir nager qui se plantent, alors à la Greg aussi, on me l'a confirmé ce matin, mais au CAPES externe, c'est incroyable, c'est un défaut de champ d'apprentissage. D'accord? On va se retrouver rapidement dans le 1, avec du chronomètre, etc. La notion de performance, là, non. La notion de performance est absente, c'est la notion de choix, de qu'est-ce que moi je suis capable de faire, et les possibilités que j'ai de faire demi-tour, quoi. À un moment donné, ou de renoncer, savoir renoncer. Et finalement, dans nos séquences d'enseignement sur ces activités, on ne laisse pas souvent le choix à l'élève de renoncer. Ok? Mais après, voilà, ça c'est la façon de concevoir l'enseignement de ces APLSA qui va justement vous permettre d'ajuster un petit peu vos situations d'apprentissage. Donc, les 2 heures, je vais d'abord faire une petite présentation, mais rapide, de quelques diapos sur les éléments de ce qui est différent et ce qui se rejoint, comment on envisage le parcours de formation dans ces APSA-là, très très rapidement, et ensuite derrière passer à l'analyse vidéo et aux situations que vous allez vous me donner. Ou s'il n'y en a pas, on les pensera ensemble en essayant de déterminer, mais toujours en étant dans cette logique de champ d'apprentissage 2, c'est-à-dire que tout est recevable à partir du moment où c'est argumenté dans le bon champ d'apprentissage. C'est un peu à l'instar de l'intervention de Gilles Fernandez. Ok? Gilles, quand il vous a dit c'est du champ d'apprentissage 4, il faut toujours être dans le champ d'apprentissage 4, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dévier, sinon c'est pas recevable. Donc on y va. Savoir nager, sauvetage. Donc on y va, si c'est sur l'idée du parcours de formation, la priorité du savoir nager, c'est être capable de se sauver. Je tombe à l'eau, priorité nationale. Pourquoi? Parce que combien de noyés par an? D'accord, ça fait presque peur de voir le nombre de noyés dès qu'il commence à faire beau. En plus, les médias, forcément, on est au courant de tout aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus. On voit la ministre des Sports, là, qui est une nageuse en plus, Roxana Maracineanu, c'est pas par hasard. D'accord? Avec son plan, savoir nager, on voit sur les réseaux, ça commence à se mettre en œuvre, etc. C'est... Ouais, Katia, s'il te plaît, merci. Pardon. Ferme pas la porte, du coup, parce que sinon, après, c'est bloqué. Merci. Donc là, c'est vraiment priorité, se sauver. Institutionnellement, valider la SSN. D'accord? Donc les professeurs d'EPS, sous couvert du chef d'établissement, sont aptes à valider l'attestation scolaire du savoir nager des élèves. Plusieurs tâches. Et si on décrit un petit peu, donc là, pour ceux qui l'ont jamais fait vivre ou qui l'ont jamais vu, j'ai mis un lien pour aller voir une vidéo du test. Mais si on regarde, c'est découpé en des tâches qui sont jugées fondamentales pour pouvoir se sauver dans le milieu aquatique. Chuter en arrière, quand j'ai vu le test venir, je me dis chute arrière. Mais ouais, en fait, les gamins, ils sont sur un bateau avec les parents, etc. Les chutes, c'est en arrière, c'est rarement en avant. D'accord? Donc tout est fait pour que les gamins soient capables de se sauver. Donc nous, lorsqu'on va présenter une situation d'apprentissage sur le savoir nager, il faut avoir ça en tête. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce que l'élève doit construire? Dans la finalité ultime, qu'il soit capable de se sauver lui-même, d'accord? Est-ce que ce que vous allez apporter, va dans cette direction-là? Là, on est sur vraiment le savoir nager. L'évolution de ça,
en sauvetage, c'est déjà se sauver pour être en mesure derrière de sauver les autres. Et pourquoi c'est très important d'apprendre à renoncer? Parce que la plupart des cas de noyade, c'est des gens qui se sentent compétents pour aller sauver un... Et je le vois chaque année quand je vais surfer à Seignos, des gens qui y vont et qui sont incapables de revenir. Du coup, ça fait 2 noyés au-dedans. D'accord? Donc ça, première chose, même les maîtres nageurs, quand ils sont formés, etc., il faut déjà juger est-ce que je suis apte ou pas à gérer la situation, c'est-à-dire à aller sauver la personne. Des fois, il ne faut pas y aller, quoi. Et donc ça s'apprend. Les élèves doivent être en mesure de l'apprendre. Et l'école apparaît aujourd'hui comme un moment privilégié pour apprendre ça. Ça veut dire que toutes les situations de sauvetage, il faut que l'élève, à un moment donné, il puisse faire un choix. Moi, quand on voit que l'épreuve du bac aujourd'hui, c'est un 200 mètres avec franchissement d'obstacles, puis en plus derrière, aller chercher un mannequin, c'est pas par hasard qu'elle est formée comme ça, cette épreuve, parce que 200 mètres, ça met l'élève dans un état physiologique qui est quasiment proche de celui, si on doit nager, récupérer quelqu'un qui est en perdition à 50 ou 100 mètres, j'en sais rien. C'est le même état physiologique avec le stress. Hein. Donc ça a été pensé de façon à ce que ce soit au plus proche. Mais l'élève, là, qui va s'investir dans ce 200 mètres, c'est quelle énergie je vais y mettre, moi, avec mes ressources. Est-ce que je le nage à fond, sous réserve derrière de ne pas pouvoir aller chercher le mannequin parce que je suis asphyxiée complètement, ou est-ce que je m'économise pour pouvoir derrière être capable d'aller chercher le mannequin et de le remorquer sur la distance que j'ai choisie et anticipée. D'accord? Vas-y. 200 mètres nage avec obstacle, c'était l'ancienne épreuve du bac ou c'est... C'est encore en vigueur cette année. Voilà, 2020, là, c'est encore celle-là. Après, on ne sait pas. D'accord? Moi, je reste sur les textes cette année. Les élèves vont vivre ça, sachant que vous ne saurez pas évaluer sur des classes à examen. D'accord? Les présidents de concours l'ont dit. Hein. Pour la deuxième forcément, puisque normalement, c'est les équipes qui doivent. Ils l'ont dit à eux-mêmes, ils l'ont dit au CAPES. Au CAPES externe, ils l'ont dit, c'est sûr. Moi, j'ai posé la question à ceux qui étaient dans la salle au moment, et a priori, ce serait une harmonisation des concours. Parce qu'au CAPES interne, ils ne l'ont pas dit, et c'est ce qui circule aussi. Donc, voilà. Mais de toute façon, même si vous êtes sur classe à examen, c'est les anciens référentiels. D'accord? Anciens référentiels, puisque les référentiels bac, c'est ceux qui sont en vigueur pour juin. Donc, cette épreuve, c'est 200 mètres avec les obstacles. Alors, attention, les obstacles, normalement, c'est soit en longueur, soit en profondeur. Sauf que concrètement, matériellement, ceux qui ont vécu l'épreuve ou qui l'ont fait vivre dans le cadre des examens, c'est très, très dur de trouver des obstacles en profondeur. Quoi. D'accord? Normalement, l'élève devrait vivre les deux. Devrait même avoir le choix entre l'un ou l'autre. D'accord? Donc voilà, concrètement, l'épreuve telle qu'elle a été pensée, sur le terrain, ce n'est pas tout à fait la même façon de la faire vivre. Donc, le savoir nager, 10 actions, c'est 10 savoir-faire, 10 actions motrices différentes. On y reviendra, ce qui permet à l'élève d'être en mesure de se sauver dans n'importe quelle situation. S'il tombe à l'eau, décidément, il faut les laisser ouverts parce que... Mais c'est la poubelle, il y a la poubelle dessous, il y a la poubelle dessous. 3 savoir-faire sécuritaires. Être capable d'appeler la personne responsable de la sécurité. Vous avez vu les textes, hein, l'hygiène, etc. Dans le texte de la SSN, ce n'est pas seulement les actions motrices. Il y a aussi 3 savoir-faire. Identifier la personne responsable de la sécurité, être capable de savoir où elle est, ce qu'il faut lui dire, etc. Tout ça, on doit apprendre, ou du moins former nos élèves à ces tâches-là. Ensuite, l'idée de choix. Si on est en sauvetage, cette histoire de choix-là, il faut la mettre en avant. D'accord? Un projet de performance, c'est bien l'idée de projet, le projet là qui va être intéressant. C'est-à-dire que je vais me confronter à l'épreuve sauvetage avec ce 200 mètres à faire avant. Moi, en tant que candidat, comment je vais investir ce 200 mètres? Est-ce que l'idée, c'est pas d'apprendre à nager à l'économie? Je vais faire l'épreuve de façon à rentrer dans le barème, mais en m'économisant moi pour pouvoir être en mesure derrière d'aller chercher un mannequin et de le remorquer sur la distance la plus grande possible.
L'idée, c'est de sauver quelqu'un et de se sauver soi-même. Ah, c'est d'abord se sauver soi-même voilà. et ensuite être en mesure de sauver quelqu'un. C'est ça, 200 mètres. On arrive dans un état physiologique tel, enfin moi je fais passer l'épreuve, par exemple CAP-BEP, où ils ont juste, l'épreuve CAP-BEP, ils ont juste à aller chercher le mannequin et à sortir la tête. Ben les gars, ils arrivent, ils sont tellement morts qu'ils sont incapables d'aller à 2 mètres de profondeur. Et donc là, ça bloque. Donc sauver quelqu'un, on n'y est pas. D'accord ? Donc ça, c'est un apprentissage. Ça veut dire que dans les situations d'apprentissage qu'on va proposer à nos élèves en sauvetage, il faut qu'ils soient quand même dans un état physiologique assez conséquent pour que derrière, ça n'altère pas en fait leur prise de décision. Pensez aux courses d'orientation, c'est la même chose. Course d'orientation, c'est je cours et à un moment donné, je suis plus lucide pour faire les bons choix. C'est un peu le même principe. On est toujours dans ce champ d'apprentissage d'eux, essayant de se connaître dans des situations en fait, parfois un peu problématiques. Donc je vous ai mis les liens sur les épreuves pour la session là. D'accord, c'est juste la fiche du référentiel. Et ensuite, les APSA, qu'est-ce qu'elles ont de similaire finalement? Moi, je l'ai pensé vraiment dans l'intégralité du champ d'apprentissage 2. J'ai pas fait d'un côté le savoir nager, l'autre côté le sauvetage. Non, l'idée, c'est de penser que c'est vraiment imbriqué. Et en termes de parcours de formation, c'est des étapes. Ce serait presque les repères de progressivité pour l'élève. Hein. D'abord, je valide ça. Non, mais non, on va tout avoir. Alors, l'idée, savoir nager. Au niveau moteur, c'est 50 mètres. D'accord ? C'est un aller-retour à peu près. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est, voilà, telle qu'elle est pensée, c'est environ 50 mètres, sans reprise d'appui. Le gamin, à aucun moment, il doit s'accrocher au bord ou poser les pieds par terre. Il doit apprendre à faire demi-tour, etc. Toutes ces tâches-là, sans jamais avoir une reprise d'appui ou avoir des repères de terrien. Différentes tâches variées. Il doit être capable de s'arrêter, de flotter, de s'immerger, de nager sous l'eau, de nager sur le ventre, de nager sur le dos, de faire demi-tour. Enfin, voilà, c'est quand même assez complexe. Et ça nous permet, nous, quand on propose des situations d'apprentissage, de découper. De se dire quelles étapes, dans quel ordre. Si on commence par la chute arrière avec des débutants, on va les bloquer au niveau affectif. Il y a un vrai blocage là quand même. Même nous, quand on le fait, voilà, on se dit, ok. Donc, est-ce qu'il y a des choses à prioriser? Dans quel ordre? Et ça, il faudra l'expliquer au jury. Ok. Mais c'est important aussi que les élèves y soient confrontés à un moment donné. C'est pas le jour de l'épreuve qu'on va tenter pour la première fois la chute arrière, avec tous les problèmes que ça engendre. Et il va falloir aussi prévenir les élèves. Chute arrière, si tu ne te bouges pas le nez, tu vas prendre l'eau dans le nez et tu vas m'en vouloir pendant longtemps. Moi, je le dis aux élèves. Je dis, bouchez le nez. Je dis, moi, je suis contre. Mais sur une chute arrière, pour des gamins débutants, je leur dis, faites-le. Parce que sinon, ils vont le faire une fois, les gamins. Puis après, ils vont dire, ouais, lui, il me raconte n'importe quoi. J'y vais pas. D'accord? Donc, une histoire de confiance avec lui. Ces activités-là, que ce soit, enfin, surtout le savoir nager, la confiance que les élèves vont avoir envers vous, c'est énorme. Du coup, il y a pas mal de choses sur l'attitude que nous, on renvoie au bord de la piscine. Un gamin qui boit une tasse, ça arrive. Quand on teste des nouveaux trucs, à un moment donné, on boit la tasse. On va aider l'élève. C'est vrai que si d'un coup, on saute à l'eau en panique en disant vite, vite, je vais le chercher, là, l'image qu'on renvoie à toute la classe en disant ouais, il n'est pas trop sûr de lui, le prof, quand même. Hein. Ouais, c'est... Donc, et alors, à un moment donné, juste donner une frite à l'élève qui est un peu en train de boire la tasse, hop, calmement, on le ramène et on explique et on repart. Ça va vraiment dépendre de la façon d'appréhender, mais sachant que en termes d'émotions, il n'y a pas que les élèves qui vivent des émotions dans ces activités-là. C'est un peu fort ce qui se passe. C'est-à-dire quand on sort d'une heure de savoir nager, en général, on est un peu épuisé quand même. Et l'étape supplémentaire, c'est ces actions, une fois qu'on les a découpées, les gamins doivent être capables de les enchaîner. D'accord? Jusqu'où je vais pouvoir enchaîner les actions, moi, élève. D'accord? Mes élèves, moi, ils ont des soucis pour l'immersion. Passer sous l'objet flottant, là, c'est difficile. Ils arrivent à mettre la tête sous l'eau, mais ils ont des fesses qui sortent, là, donc ils touchent. Normalement, il ne faut pas toucher. D'accord? Donc, est-ce que je bloque là, c'est-à-dire que je les empêche de poursuivre les déplacements, etc. J'attends vraiment que ce soit résolu pour pouvoir enchaîner, sachant que l'immersion, ils l'ont au départ, puis ils l'ont aussi quand ils sont bien crevés là à la fin. D'accord? Donc il y a des prérequis à faire construire. Comment
quelle place ça a dans la situation d'apprentissage qu'on va proposer. Tout doit être anticipé, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'on fait les choses. Et si on veut différencier, peut-être que les tâches variées, ça ne va pas être les mêmes pour tous les élèves, pas au même moment du moins. Donc après, c'est l'organisation qui est plus complexe, mais ça se pense, l'organisation matérielle. Au niveau social, pourquoi le savoir nager? Pourquoi les élèves doivent valider la SSN? L'important, c'est qu'eux-mêmes le sachent. D'accord? J'imagine, c'est comme, c'est bon, j'ai validé la SSN, je peux aller traverser la Manche, quoi. Non, c'est les prérequis, c'est une étape, c'est là où on considère que tu es capable d'évoluer en sécurité dans un bassin surveillé, etc. Donc, ça te permet aussi derrière de faire des activités nautiques. Plus tard, dans ta vie de citoyen, parcours citoyen, savoir nager, vous avez eu ces liens-là, vous allez être attendu sur ça à l'oral. Quel lien? Pourquoi c'est important que les élèves soient au courant qu'ils aient validé la SSN? Vous savez, où il y a même les petits diplômes maintenant, remis par le chef d'établissement, etc. C'est assez protocolaire. Voilà, pourquoi? Quel symbole on veut faire passer? Voilà, qu'est-ce qu'on veut que l'élève comprenne, etc. Tout ça, il faut s'interroger et peut-être le mettre en avant dans le cadre de l'oral. Et au niveau méthodologique, choix. Demi-tour, quand est-ce que moi je peux plus? D'accord? Si on veut être vraiment cohérent, c'est à un moment donné, quand je pars sur ce fameux 50 mètres, moi je fais demi-tour quand je me considère plus capable de finir l'épreuve. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas, je fais demi-tour pour repartir au départ. Ça, attention, dans la façon de penser les situations d'apprentissage, ça va être vraiment la plus-value. Se dire que c'est pas parce que l'élève n'a pas été au bout de l'épreuve qu'il a forcément pas atteint le critère de réussite que vous avez posé. S'il se dit, moi j'ai fait la première immersion, j'ai fait 5 mètres, et là j'en peux plus, il faut que je fasse demi-tour, je fais demi-tour et je reviens au point de départ, ben c'est déjà gagné. En termes de j'ai décidé, moi, de faire demi-tour. Donc ça veut dire que nos situations d'apprentissage, il faut qu'elles soient, entre guillemets, construites de façon à ce que l'élève, à un moment donné dans sa pratique, il décide de « non, là je peux plus. Là je peux plus. Prochaine fois, j'irai plus loin. » Quels indicateurs on veut qu'il prenne? Quels critères de réussite? Tout ça, il faut que ce soit pensé en amont. Ensuite, savoir renoncer. Donc pour moi, en termes d'étapes, d'accord, en termes de repères de progressivité, le gamin qui s'engage sur le fameux 50 mètres, qu'à un moment donné fait 15 mètres et se dit non, je ne pourrai pas, il fait demi-tour, il revient. Pour moi, il est déjà plus élaboré que celui qui va renoncer et qui va attraper le bord. Vous voyez, les repères de progressivité, ils sont pensés comme ça. Ou celui qui va essayer et qui va, à un moment donné, hop, attraper le bord et continuer. Enfin voilà, vous avez vu, c'est des repères différents. Ça va être à vous d'échelonner. De se dire, qu'est-ce que vous voulez que vos élèves vivent dans cette apsa-là? Par quelles étapes vous voulez qu'ils passent? Et les textes nous parlent de repères de progressivité. Il y en a clairement établis dans les documents ressources. On peut aller voir, on peut s'inspirer de ça. Mais l'idée, c'est de le penser au regard des élèves qu'on aura à la vidéo. On a des fois des élèves qui sont déjà bien débrouillés. Donc, le savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique, une maîtrise de base pour pouvoir derrière continuer sa formation sur le sauvetage. La maîtrise minimale, entre guillemets. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité dans un établissement de bain ou espace surveillé. Ça, on le dit aux élèves. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller à la piscine au mois d'août avec tes copains, là, c'est parfait. Moi, je parle comme ça, mes élèves de 6e qui valident la SSN, ça y est, t'es autonome. Et même certains élèves, au bout d'une année entière avec moi, le mardi, pendant 1 heure, enfin avec moi, plutôt avec Mathieu en ce moment, d'accord? Bah eux, à la fin, des fois, ils veulent pas y aller tout seuls encore. Nous, on a un petit gamin anogène, il arrive à faire plein de trucs, mais il n'en est toujours pas conscient. Lui, pour lui, c'est pas nager. Pourtant, il est autonome, ça commence à venir vraiment, quoi. Donc, entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe physiquement, il y a des fois un décalage. Donc, faire prendre conscience qu'on arrive à faire les choses, quand on remet ce diplôme de la SSN, c'est vraiment, voilà, ça a une symbolique très très forte pour certains élèves. Voilà. Problème rencontré par les élèves. Alors, moi, celui que je mets toujours en premier, c'est la chute arrière. Pourquoi? Parce que c'est le premier truc du test. C'est la première chose qu'on fait vivre aux élèves dans le test. Et c'est déjà se retrouver en arrière. Si le gamin il fait une roulade en termes de prise d'information,
Voilà, il est complètement perdu. Donc, apprentissage. Problème affectif, problème respiratoire, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, si on leur dit rien, ils vont prendre l'eau dans le nez. Et là, c'est sûr parce qu'ils vont être en arrière. Donc, forcément, ça va piquer et ils vont se dire non, c'est pas du tout drôle la natation. D'accord ? Ensuite, l'immersion. Alors, problème technique, ça c'est sûr. Problème technique, savoir que pour m'immerger profondément, il faut que je sorte très haut. Donc déjà, le gamin, il se dit, alors, sortir assez haut pour pouvoir aller profond et se déplacer profond. Donc ça, premier niveau, on demande à l'élève juste de sortir les bras pour descendre. Deuxième niveau, et vous le savez, le plongeon canard, machin, voilà, quels apprentissages, dans quel ordre. D'accord ? Donc l'élève, il sort les mains, il va au fond, il se déplace sur quelques mètres. Point, c'est le premier niveau pour y parvenir. Mais cette immersion, il y a vraiment un problème technique. C'est qu'on remonte. Si on n'est pas acteur sous l'eau, là, si on se laisse faire, on remonte et on va toucher le tapis ou les perches, etc. Deuxième problème, problème affectif. Vous savez, les tapis bien noirs, là. Un gamin qui n'a jamais validé la SSN, quand il passe sous le tapis, c'est quand même anxiogène, cette histoire. Hein. D'accord ? Il n'y a pas de lumière, c'est un peu sombre, etc. Donc, globalement, la SSN, c'est pour des petits. CM1, CM2, 6e, eux, cet aspect-là, ils le mettent en avant. Moi, personnellement, j'y avais jamais pensé. C'est quand j'ai commencé à voir mes premiers gamins faire le tour du tapis, parce qu'ils ne voulaient pas aller dessous, je me suis dit, putain, il y a un problème quand même. Vas-y. Dans le test, c'est pas forcément un tapis, non ? C'est un obstacle ? C'est un obstacle, ouais, mais qu'est-ce qu'on a dans les piscines ? Ouais. Tu vois, donc, on met des perches, Ouais. d'accord ? C'est pas tout à fait pareil, parce que le savoir nager, c'est si jamais il tombe sous le bateau, quoi. Enfin, c'est ça l'idée. Donc, forcément, ce noir-là, il faut que les gamins l'appréhendent à un moment donné. Donc, il y a des étapes. Première étape, les perches. Deuxième étape, les tapis troués. Vous savez, qui laissent passer la lumière. Troisième étape, les tapis tout fins, là, qui laissent pas passer la lumière, mais si le gamin se lève, il sort le tapis, quoi. C'est celui avec le trou au milieu, là, qui est génial. Voilà, par exemple, ça permet de faire passer la lumière. Et dernière étape, le top, c'est le tapis, voilà, où le gamin, il va vraiment y aller en sécurité. Donc, il y a cette progressivité-là à penser dans la situation. Et c'est une façon pour vous de différencier en fonction des niveaux d'élèves que vous aurez dans la vidéo. Le surplace, technique du surplace. Là, on va vraiment rejoindre avec le sauvetage. Qu'est-ce qu'on apprend à nos élèves pour rester sur place ? Est-ce que techniquement, on va imposer le rétropédalage ? Moi, je crois pas. C'est comme si on imposait le Fosbury, quoi. Non, mais voilà, le scolaire, déjà, rien que la godille avec les mains, parfois, ça va suffire pour des élèves. Hein. D'accord ? Parce que c'est facile à faire, on fait comme eux, ils font comme nous. Les battements, on ne modifie pas tout ce qu'ils ont appris, par exemple, s'ils avaient un cycle natation vitesse avant, j'en sais rien. Mais cette godille, les battements, le ciseau de brasse, après, on n'a pas à imposer de technique, surtout dans le champ d'apprentissage 2, où l'idée, c'est quand même de pouvoir maintenir sur place, chaque élève va développer, entre guillemets, sa technique que nous, on ajustera ou qu'on fera progresser. On ne peut pas perdre du temps à apprendre le rétropédalage. Je vous le dis parce qu'en sauvetage, c'est le même problème. Le problème majeur, enchaîner les 10 actions. Quand on enchaîne, qu'est-ce qui se passe ? D'un point de vue physiologique, la fatigue s'installe, perte de confiance, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Pour avoir vécu un cycle de CO un dimanche matin en club, je peux vous promettre que la lucidité, on la perd rapidement. Quand on est dans le rouge, la décision, on ne la prend plus. Ben, nos gamins, c'est la même chose. Dans ce milieu-là où ils vont dépenser une énergie considérable pour pouvoir passer sous les perches, derrière, il y a quand même 50 mètres à faire. D'accord ? Même s'il va falloir s'allonger. Quand le gamin il est en étoile de mer sur le dos, là, à un moment donné, nous, on arrive à le faire relâcher. Est-ce qu'eux sont vraiment relâchés ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ben non, on voit les fesses qui tombent, donc ils ne sont pas relâchés. Quand c'est bien la place, c'est que le gamin est relâché. Là, le gamin, il est un peu en stress, on m'a dit sur le dos, il a la tête comme ça, il a le corps qui tombe, il est des fois à l'horizontale, la tête hors de l'eau, comme ça. D'accord ? Et si alors il lève le bras, c'est fini. Il se fait immerger, la vague. D'accord ? Il n'y arrive pas. Donc, s'économiser, c'est aussi utiliser les actions du test du savoir nager pour pouvoir se reposer. Et cette étoile de mer sur le dos, là, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler, c'est avant l'immersion. D'accord ? C'est pas par hasard, c'est je me repose avant de pouvoir repasser sous le tapis et finir mon test. Construire les situations d'apprentissage. L'enchaînement, vous n'allez peut-être pas faire 10 actions, c'est peut-être trop pour vos élèves, mais peut-être penser cet enchaînement avec les prérequis à construire pour que les élèves puissent
se réaliser et se tester et avant tout se connaître dans l'activité. Sauvetage. Problème moteur du 200 mètres. 200 mètres nager en s'économisant. Quelle nage? Est-ce qu'on impose le crawl? D'accord? Que d'être en brasse. Le texte ne précise pas. L'idée, c'est quand même de rentrer dans un barème. Donc, on va peut-être pas s'acharner à faire travailler du crawl, surtout les élèves qui vont être en crawl polo, comme ça, qui vont faire 25 mètres, et puis après, il n'y a plus personne. Remorquage. Donc, on va chercher le mannequin. Comment on va chercher le mannequin? Alors là, malheureusement, en termes de technique, c'est très difficile d'aller chercher le mannequin les pieds en premier. Donc là, celle-là là, qui marche pour le savoir nager, pour le sauvetage, c'est compliqué. Mannequin à 2 mètres de profondeur. Donc le plongeon canard, ça va être un prérequis. Sauf que l'idée, c'est de dire aux lycéens là, de sortir le maximum de leur corps pour pouvoir descendre le plus aisément possible. Plus je vais sortir mes jambes haut, plus je vais descendre sans dépenser d'énergie. Si je sors juste mes pieds, il va falloir que je galère pour aller au fond, et ça entraîne souvent un échec. Et c'est pareil, là c'est enchaîné. Le chronomètre ne s'arrête pas entre le 200 mètres et la suite. D'accord? Le prof prend le temps du 200 mètres, mais derrière, ça continue à tourner, et il y a d'autres choses à enchaîner. Vous avez vu, il y a une certaine similitude entre les deux, cette notion d'enchaînement de tâches qui va forcément impacter la façon d'enseigner ces activités-là. D'accord? Parce qu'une fois qu'il a été chercher le mannequin, il doit aussi le remorquer. Comment on remorque le mannequin? Qu'est-ce qu'on veut que l'élève développe comme technique de remorquage? Est-ce que l'idée, si on est dans la notion de choix, champ d'apprentissage 2, est-ce que l'idée, c'est de ne pas leur laisser plusieurs possibilités? On en a plein aujourd'hui. Hein. On a, avec la main, je fais des battements. Avec la main libre, je continue avec ma godille, je fais des jambes en brasse, je fais du rétro-pédalage, et on voit même apparaître, vous savez, on met sur le dos. Là, on tient, et on nage en crawl. Et on a le mannequin, la tête hors de l'eau, sur le dos du nageur. Donc ça, c'est des techniques développées par le sauvetage club. Hein. Mais pourquoi ça ne viendrait pas? D'accord? Toutes les techniques sont bonnes. Ce qu'il faut, c'est que les voies aériennes soient émergées. Trouvons ensemble, avec nos élèves, un moyen pour remorquer le mannequin, les voies aériennes émergées. Et ça, plus l'élève va expérimenter, plus on va donner de solutions aux élèves, plus ils vont en trouver, plus on leur permet de pouvoir anticiper, de pouvoir choisir leur technique dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise ou autre. Savoir nager, c'est être autonome dans le milieu aquatique, c'est-à-dire se déplacer de façon indépendante, sans aide matérielle, le plus longtemps possible en surface, en profondeur. Le sauvetage est une des composantes de la natation. Il s'agira d'être capable de se sauver et, dans le meilleur des cas, de secourir. Ensuite, problème rencontré par les élèves. Problème de ce fameux 200 mètres. Avec 200 mètres, c'est quand même une distance qui est suffisamment longue pour mettre les élèves dans un état physiologique catastrophique. On est épuisé. C'est-à-dire c'est vraiment la distance, mais la pire à tout niveau, même pour des nageurs. On est entre le sprint et le demi-fond, on est vraiment, c'est la distance qui pose problème, puisque derrière, elle va quand même engendrer une production d'acide lactique chez les élèves qu'il va falloir gérer. Parce que derrière, il va falloir enchaîner. En termes techniques, quelle technique de nage les élèves vont pouvoir utiliser? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux qu'ils changent de technique aussi pour pouvoir s'économiser à des moments? Ça, c'est pas dit par les textes, mais globalement, à un moment donné, nager sur le dos parce que le gamin il a un problème au niveau respiratoire, ça va le reposer de faire sa dernière longueur sur le dos avant d'aller chercher le mannequin. Ok. Et puis, en termes de motivation, moi j'imagine des gamins qui rentrent dans l'activité sauvetage, vous commencez par leur donner 200 mètres, voilà, la semaine d'après, ils sont dispensés. Hein. C'est ça aussi, hein, c'est dur quand même. Quand on ne l'a pas vécu, on y va. Et pensez, moi je me rappelle en STAPS, quand on a commencé natation, je me rappelle les rugbymen, ils ont chié un truc de fou. Hein. On a commencé par un 200 mètres, ils m'ont dit, mais vous êtes des malades les nageurs. C'est vrai. D'accord? Ça, c'est la même chose dans la tête de nos lycéens. Si on attaque direct par l'épreuve, on va un peu les marquer sommativement, négativement, hein, on va dire. Le marqueur sommatif, après le sauvetage, ils ne voudront plus en faire. Hein.
Franchir des obstacles. Quelle technique de franchissement? Donc là, on voit un lien très fort avec l'immersion du savoir nager. C'est la même chose. Sauf que la différence là, c'est qu'au fur et à mesure du 200 mètres, l'état physiologique du nageur fait que le franchissement devient de plus en plus dur. Et on le voit bien avec des élèves qui volontairement choisissent de ne pas passer certains obstacles à la fin de l'épreuve pour pouvoir être suffisamment frais pour aller chercher le mannequin. Là, pas mal quand même. Hein. Des élèves qui renoncent à faire le 200 mètres intégralement avec le franchissement d'obstacles, qui respirent entre les obstacles, tant pis, ils renoncent à valider le point niveau obstacle pour garder un peu d'énergie et aller chercher le mannequin. Là, en termes de choix et de champ d'apprentissage numéro 2, on est déjà, c'est assez élaboré. Hein. Les stratégies d'épreuve. Hein. Donc, pensez, voilà. Physiologiquement, ça, quand on va franchir l'obstacle, ça nécessite de se mettre en apnée. De se mettre en apnée. Donc, le confort respiratoire va être chamboulé, c'est-à-dire que le rythme respiratoire sur les 3 temps en crawl, à un moment donné, stop, on s'arrête, apnée, on passe dessous, on souffle, ça va produire derrière des effets. C'est un peu ce qui se passe quand on va chercher quelqu'un. Moi, c'est que c'est pas linéaire, quoi. Souvent, si c'est à la mer, ça bouge, et c'est pas par hasard tout ça. Ensuite, récupérer le mannequin. La même chose, 2 mètres de profondeur. Quelle technique? Est-ce qu'ils vont essayer ou pas? D'accord? Au niveau affectif, quelle place liée à l'échec? D'accord? Le gamin, il a tout donné sur 200 mètres, il n'arrive pas à aller chercher ce mannequin, il galère, etc. D'accord? Comment on peut les accompagner? Quelle place va avoir l'échec? Et il va falloir le justifier aussi auprès du jury là, sur les situations d'apprentissage que vous l'avez. L'idée, c'est de ne pas faire réussir tout le monde. Hein. L'idée, c'est que les élèves apprennent à se connaître. Donc l'échec peut avoir une place intéressante en termes d'apprentissage. Le savoir renoncer, il est peut-être là, des fois. Ensuite, au niveau physio, on arrive avec une fréquence cardiaque importante, un débit respiratoire monstrueux, etc. Puis là, on doit bloquer, descendre à 2 mètres, récupérer un mannequin et le remonter. Donc, c'est pas anodin. On va fermer un peu parce que... Merci, hein, Katia. Ça va forcément impacter aussi l'élève et la façon d'appréhender la PSA. Le problème majeur, enchaîner plusieurs actions, sans S, c'est bien, tout en s'économisant. La notion d'économie, elle est beaucoup plus forte là, et elle commence à apparaître là. Cette notion d'économie, comment je m'économise, et c'est vraiment l'idée du champ d'apprentissage 2, même dans les autres absents. Économise pour pouvoir aller au bout de ce qu'on a anticipé, de ce qu'on veut faire, de son projet de déplacement. Donc l'élève fera un choix entre est-ce que je vais au bout du 200 Au bout du 200, il est obligé. Il est obligé de faire 200. Ouais, par contre, il n'est pas obligé de franchir tous les obstacles. Donc il perdra peut-être quelques points, mais il va distribuer d'autres points. Et oui, ça c'est des stratégies, sauf que voilà, je peux décider moi de ne pas faire les 2 derniers obstacles pour m'économiser, pour pouvoir aller chercher le mannequin. Et s'il n'arrive pas à faire les 200, il a raté l'épreuve carrément? Ouais. Ou il a pas Ah oui. Bah, là, c'est l'épreuve du bac. Après, c'est comme le 50 mètres du savoir nager. Voilà, oui. C'est l'épreuve du bac, hein, telle qu'elle est pensée par le référentiel. Après, dans vos situations d'apprentissage, tu peux dire, moi, je vais m'investir, je vais sur ligne 1, c'est un 100 mètres, ligne 2, c'est un 150, ligne 3, c'est un 200. Et moi, je choisis là où je suis sûre d'arriver, quoi. C'est ça en termes de situation d'apprentissage. Et là, on est en train de provoquer chez l'élève cette réflexion sur moi, et je vais m'essayer parce que c'est pas facile quand même. Moi, je sais pas trop, madame, comment je fais. J'ai dit, bah, t'essaies les 3. Tu regardes, ah non, mais là, j'arriverai pas, le 200 mètres. Bah là, la motivation, c'est énorme. Hein. Est-ce que les gamins, voilà, la façon dont ils appréhendent vos enseignements en EPS, ça va impacter forcément la façon dont ils vont s'investir dans les différentes situations. Et puis, il y a les élèves aussi. Moi, je pensais au départ, si je leur laisse une ligne 100 mètres, une ligne 150, une ligne 200, ouais, mes élèves ils vont tous choisir 100 mètres. Puis en fait, non, pas tant que ça. Parce qu'il y a aussi le challenge personnel. Moi, là où je vais être capable de le faire, je fais 200 mètres, j'ai raté. Bon, bah, du coup, je régule, je vais faire plutôt 150. En fait, j'étais sûre que moi, tous les élèves choisiraient le plus petit, et c'est pas tout à fait le cas. Globalement, c'est pas le cas. Et là, on est vraiment dans la formation. Vas-y. Une question. À la fin de ce test, au niveau du
de sauvetage là, on sort pas le bonhomme quoi. On sort jamais le bonhomme. Non. Pourquoi il n'y a pas ça alors je comprends pas. Je n'ai pas fait l'épreuve, moi, je ne sais pas. Là, à la fin du test, on tracte. Alors, T'arrives au bord de la plage. le test lycée général, d'accord? C'est je vais jusqu'à un plot, je fais demi-tour. D'accord? C'est simple. Je traque sur 20 mètres, sur 15 mètres, sur 10 mètres. Et avant l'épreuve, je vais dire à l'évaluateur, ben voilà, moi je vais le tracter sur 20 mètres. Ça nécessite avant qu'il est quand même pas mal testé. Mais non, il n'y a pas de sortie d'eau du mannequin. D'ailleurs, c'est hyper dur de sortir un mannequin de l'eau. D'accord? Pour sortir de l'eau, il faudrait sortir une personne. Là, le mannequin, c'est... Mais après, voilà, ceux qui ont pensé l'épreuve, ils l'ont pensé comme ça. Nous, on s'adapte au référentiel qui fait référence pour nous. Après, oui, l'idée, si vous voulez faire une situation d'apprentissage où les élèves vont sortir de l'eau un camarade, et pourquoi pas? Si on est dans secourir, ça se tient. Si on a des élèves super bons, enfin, pourquoi pas? Mais ça se justifie. Moi je fais un troisième, je vais jusqu'à. Ouais. Par exemple, moi, ça ne me choque pas du tout en termes de parcours de formation, d'être habitué à ça, enfin, pas de problème. Mais le texte, tel qu'il a été pensé en tant que référentiel, ne va pas jusque-là. Mais nous, on peut, c'est le principe des compétences, hein. On peut aller au-delà des compétences, voilà, les compétences dépassées, là, ben, c'est ça. On crée les futurs sauveteurs. Les ressources sollicitées. D'accord? Parce que du coup, si on veut penser situation d'apprentissage, il faut qu'on voit aussi ce que ça va engendrer chez les élèves qui vont la vivre. Ok? Donc on y va savoir nager en termes bioénergétiques. D'accord? Il y a quand même une énergie énorme pour enchaîner 10 actions différentes. D'accord? Donc ça, pour des élèves non nageurs au départ, d'accord? Les confronter à la tâche, ou ne serait-ce que leur montrer ce qu'ils vont devoir faire, il faut y aller tranquille, parce que là, sinon, jamais ils vont y aller. Hein. Eux, en termes d'énergie, déjà, se déplacer sur 5 mètres, c'est monstrueux ce qu'ils dépensent. Alors, si on leur dit qu'il va falloir faire tout ça, là, il va falloir quand même, en termes de bienveillance avec nos élèves, peut-être y aller très progressivement. D'accord? Si vous avez un dossier avec des élèves, des non-nageurs, vraiment un vrai cycle savoir nager avec tous les non-nageurs dans le même groupe, là, il va falloir y aller mollo. Et si vous dites, bah, moi, je fais une évaluation diagnostique, je compare, tous mes élèves se lancent sur la SSM, là, ça va être difficile à défendre. Enfin, à argumenter, c'est jouable, hein, mais voilà, à argumenter, voilà, c'est un peu plus complexe. Donc, l'immersion, la respiration, la sustentation, tout ça, se sustenter, c'est compliqué pour des élèves qui vont dépenser beaucoup d'énergie pour des choses qui nous paraissent simples. Moi, je pensais vraiment que l'étoile de mer sur le dos, ça allait être un moment pour se reposer avant de l'immersion. Et en fait, chez les élèves, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, ils courent, c'est fini. Non, c'est des thèses. Enfin voilà, ils me disent des petits trucs en disant, ah, non, là, il se repose pas du tout, là, il en peut plus, quoi. Donc, et voilà, et derrière, l'immersion, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être revenir sur ces tâches-là, savoir à un moment donné, je prends plein d'air, je remplis mes poumons, je vais flotter, je me détends, je mets la tête, d'accord, je sors le ventre, la tête en arrière, tous ces petits contenus d'enseignement que vous allez devoir donner au jury, parce que le jury vous attend sur les contenus d'enseignement. D'accord? Il faut les penser pour que les élèves puissent, au niveau bioénergétique, avoir des temps de pause. Quand ils nagent sur le dos, d'accord? Les 15 mètres sur le ventre, 15 mètres sur le dos, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire les bras? D'accord? Si je sors les bras, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais couler, donc je vais galérer pour... D'accord? Et si je garde les bras là et que j'avance juste comme ça, finalement, pour des non-nageurs, est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait faire? Alors, on n'est pas sur... si on fait ça, forcément, on va glisser sur le champ d'apprentissage 1, avec l'idée d'aller vite, de performance. Non, le test, il n'est pas chronométré. Donc, ça veut dire que quelque part, derrière, on va pouvoir aller chercher des conduites motrices qui ne sont pas celles des clubs. D'accord? Enfin, voilà, j'en sais rien, aller chercher l'eau, pousser vers les pieds, surtout ne pas sortir les bras de l'eau, parce que si je sors les bras de l'eau, ben forcément je vais m'enfoncer dans l'eau, donc je vais créer un stress chez l'élève et une dépense énergétique supérieure. Au niveau biomécanique, quelle technique pour réussir? C'est ça. Tous les principes biomécaniques, arriver à les faire comprendre aux élèves par des jeux, C'est vrai qu'on met un anneau au fond de l'eau, c'est une situation à résolution de problème pour l'élève. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est qu'il va falloir s'immerger pour pouvoir passer cet obstacle.
Donc l'anneau, situation ludique pour que les élèves comprennent comment s'immerger. Là, quand on dit rien, c'est énorme ce qui se passe. C'est-à-dire que les gamins, ils vont regarder, avec des lunettes ou pas, ils regardent l'anneau, puis ils font comme ça, puis ils ont les fesses à la surface, et nous on regarde, et bon, il n'y arrivera jamais, quoi. Et puis après, on les laisse expérimenter, et on entend de tout. On a des élèves directs qui vont dire, est-ce qu'on peut sauter? Ok, niveau bioméca, eux, ils ont compris. Hein. Si je saute, je descends. Oui. Après, si je lève mes bras, je descends. Et puis d'autres vont utiliser les murs. D'accord? Exploiter les poussées solides pour pousser vers le fond, trouver des solutions comme ça, qui permet à l'élève, un, de gagner confiance, et deux, d'utiliser et de jouer avec les principes biomécaniques liés à la natation. Pour ça, pour s'économiser, à un moment donné, moi je dis aux élèves, mettez le plus possible de votre corps sous l'eau. Plus vous serez sous l'eau, plus vous allez flotter. Gardez juste le visage. D'accord? Juste le visage à la surface et on ne bouge pas. On voit que les gamins, ils flottent en fait. La flottabilité, la poussée d'Archimède, etc. On le fait vivre là. Et donc les élèves, ils le sentent. Quand on sort le bras pour nager en crawl, ce bras qui sort va nous faire descendre. Donc, anxiogène pour les petits qui ont peur, et puis en plus, dépenses énergétiques supplémentaires. D'accord? Donc on garde les nages hybrides. On leur place par exemple dans le savoir nager. Battement, sur le ventre là, déplacement sur le ventre, battement bras en brasse, pourquoi pas? D'accord? C'est pas du tout gênant de partir sur des nages hybrides. Quelle technique pour réussir? On est en train de s'interroger. Si on est dans l'idée de faire un choix, d'éduquer au choix, ben c'est ma propre technique que je vais développer. Donc laisser une pluralité de réponses aux élèves. Laissez-leur trouver leur technique. On les guide et ils s'essaient, et ils régulent, et ils expérimentent. Donc c'est vraiment des théories de l'apprentissage différentes là qu'on va manipuler. Hein. On va aménager le milieu certes, on va leur faire prendre conscience aussi, on va manipuler différentes théories de l'apprentissage pour que les élèves puissent s'engager dans le savoir nager, sereinement. Donc on a là les fondamentaux de la chute arrière, on l'a vu. Est-ce que moi je sais pas, mes élèves quand ils font la chute arrière, au départ ils partent en arrière, puis au dernier moment, hop, ils se mettent sur le ventre. Forcément, au niveau informationnel, partir en arrière, en termes d'émotion déjà c'est dur, affectif c'est dur, puis au niveau d'information, les élèves quand ils font une roulade arrière dans l'eau, ils ont l'impression qu'ils vont se noyer. C'est eux qui le disent, c'est leur mot. Hein. Parce qu'ils ne savent plus où est le haut, le bas, l'air, où est le prof. Voilà. Et quand on fait une activité comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves, ils vous cherchent en permanence du regard. Parce que cette notion de confiance, elle se joue très très fort. Fortement. L'immersion, ok, la poussée d'Archimède, j'en ai parlé. Sustentation. Est-ce que c'est des battements, des ciseaux de brasse, du rétropédalage, des godilles? En fait, voilà, tout ce qu'on va donner aux élèves pour qu'ils apprennent ça, notamment l'usage du matériel. D'accord? Au départ, j'ai la planche. Je fais les battements avec ma planche. Puis après, j'ai mes frites. Puis après, j'ai des palmes. En fait, j'utilise le matériel pour construire des postures et pour faire sentir aux élèves. Moi, j'ai ma petite, hein, en CP, elle est partie à la piscine à l'Union. À l'Union, les maîtres nageurs, ils sont ils travaillent collectivement, ils mettent des ceintures à tous les élèves. Tous les élèves mettent des ceintures. Ok. Moi, j'étais en tant que maman accompagnatrice de ma fille. Je dis aux maîtres nageurs, alors je ne savais pas trop comment me positionner. Je dis, pourquoi vous leur mentez aux élèves? Ah non, mais c'est pour qu'ils apprennent la brasse. Et vas-y, ciseaux, grand écart, je serre. Ok. Et j'étais là en train de me poser la question, mais c'est horrible ce que vous faites, vous leur mentez. Ils se sont dit, elle est chiante celle-là. Mais oui, mais parce que à mettre une ceinture à l'élève, ok, il va reproduire une technique. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre par le corps? Faire comprendre à un petit qu'on flotte, d'accord, c'est quand même la base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde fédéral, ils sont en train de mettre au point des techniques pour qu'un enfant entre 0 et 3 ans soit capable de se sauver si jamais il tombe dans une piscine. L'élève, enfin le petit qui tombe dans une piscine, si on lui apprend directement à se mettre sur le dos, ben, il flotte. Il faut qu'il l'ait compris. D'accord? Pourquoi les petits se noient? Mais parce qu'ils gigotent dans tous les sens, parce que souvent les parents sont affolés, tout le monde est affolé là-dedans. Alors que si on se calme et tout, ben, le petit, j'ai des vidéos, je l'ai fait avec ma fille de 6 mois. C'est incroyable. Je la jette à l'eau, naturellement elle remonte, comme ça. J'étais aux Argoulets, au bébé dauphin toulousain, là, et ils m'ont tous pris pour des fous, mais la petite, naturellement. On a même filmé avec mon mari parce que je me dis, ça peut servir ça. Pour le procès. Non mais voilà, vous comprenez? Donc c'est pareil avec nos
passe un peu pour une tarée, mais c'est comme ça. D'accord? Nos élèves, c'est la même chose. Le matériel, oui, génial. Pour faire comprendre des postures, pour rassurer, mais il faut vite s'en détacher. Il faut que l'élève il soit conscient que lui, tout seul, il flotte. D'accord? Et même les petits blacks bien denses, là, eux, c'est dur, parce que eux, c'est pas pareil que nous. Hein. Et ça, malheureusement, c'est physiologique, on n'y peut rien. Eux, voilà, on les voit galérer, les pauvres, et on n'ose pas trop en faire des petits battements quand même, toi. Juste toi. Les autres, c'est pas la peine de bouger. Mais ouais, parce que physiologiquement, la densité musculaire est plus importante, donc, voilà, la flottabilité, c'est pas tout à fait la même. Le test de Casor, là, si on se met tout droit, on prend un air, on bouge plus, d'accord? Il y a 7 niveaux de flottabilité, d'accord? Donc, on peut être là, ceux qui ont de la chance, puis là, puis là, puis là, puis là. Ça, c'est physiologique, on n'y peut rien. C'est la fonction de la constitution du corps. Et les femmes, nous, on flotte un peu plus. Tout simplement parce que la masse grasse est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Du coup, ça a un impact sur la flottaison. D'accord? Faites-le, c'est rigolo à faire. Moi, je le fais faire aux élèves. Comme ça, ils le vivent direct, il ne faut pas bouger. On prend une grande respiration, on va faire le bouchon un peu, puis à un moment donné, ça va stabiliser. Et c'est moi. Et ça, on ne peut pas le prévoir, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Madame, je coule. Non, c'est pas possible. Libérer les degrés de liberté, c'est ça. Hein. Je vous dis, l'expertise, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça se libère un peu. Regardez un exemple très simple, les battements de nos élèves. Quand on a la cheville hyper raide, on fait les battements comme ça, là, puis on n'avance pas. Les gamins, ils font du surplace. D'accord, on l'a tous, ça. Et on est là en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à cet élève pour qu'il puisse avancer alors qu'il fait tout ce que je lui ai dit. Il fait tout. Et bien en fait, c'est juste la libération de ces degrés-là qui va faire que j'avance. Donc le faire comprendre avec des palmes, puis après avec des zoomers, c'est des toutes petites palmes, puis après sans rien. Là, la progressivité, juste pour que les élèves le sentent. Mais ça va pour tout. Hein. Les épaules, les poignets, les chevilles, les poignets pour la godille. Donc si le gamin il fait ça, c'est pas la même chose que s'il fait ça. Pour la godille, d'accord? Eux, ils vont faire ça, les gamins. Parce qu'on est stressé, on fait exactement ce que m'a dit la prof, puis ça marche pas. Puis on va se détendre, et on va libérer un petit peu les articulations, et on va être un petit peu plus serein. Bio-informationnel. Quelles informations quant aux actions à réaliser? On est dans un milieu aquatique compliqué pour passer les consignes. Donc ça veut dire que, dans le cadre de l'oral 1, il faut aussi anticiper la façon dont on va passer les consignes. Le jury va être attentif à ça. Beaucoup de bruit, les gamins, les oreilles, de l'eau dans les oreilles, j'entends rien, le bonnet, enfin la totale. D'accord? Comment on va penser ça? Et puis l'élève, en termes de bio-information. D'accord? Qu'est-ce qu'il va chercher? Sur lui, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Tout ce qu'on va lui dire. Alors attention, quand tu vas aller sous l'eau, là, quand tu vas aller en immersion, regarde bien le fond de la piscine, ne cherche pas à regarder en l'air, ne cherche pas, d'accord? Déplace tes appuis dans le sens opposé de ton déplacement, etc. Si tu avances comme ça, tu vas reculer, enfin des jeux pour faire prendre conscience à ça, au niveau bio-informationnel, ce que j'ai à comprendre. Ça, c'est compliqué, quand vous dites, vous n'avez jamais eu ça, nage sur le dos. Les gamins, ils nagent sur le dos, mais ils font les mouvements dans le sens du crawl. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas toutes ces notions-là, en fait. C'est juste l'information sur moi, sur ce que je dois faire. Les battements, ils sont persuadés de faire des bons battements, ils font des espèces de vélo comme ça, là. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler les situations de remédiation dans vos situations que vous allez présenter à Vichy. C'est-à-dire qu'un élève où on le voit en vélo, là, eh ben, on va dire, on va l'asseoir sur le bord, jambes tendues, il va visualiser ses jambes, regarder si son genou est fléchi, ou avec 2 frites sur le dos de façon à ce qu'il puisse prendre l'information. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez montrer au jury que vous êtes capable de faire apprendre même l'élève qui a une difficulté qu'on rencontre tous en plus. Tous, on a vu ça. Mais sauf qu'il y a des fois, on laisse parce qu'on n'a pas le temps. Quoi. Sauf que là, la règle, on est obligé de le dire. On est obligé. Ensuite, possibilité de faire demi-tour. Dans la situation d'apprentissage qu'on propose, est-ce qu'à un moment donné, il y a une réchappe? Est-ce qu'à un moment donné, l'élève il peut passer dans la ligne d'à côté pour rentrer? Par exemple. D'accord? Est-ce qu'à un moment donné, il y a possibilité que l'élève se dise « Non, moi je ne peux plus continuer. » Pour le moment. D'accord? Quelle
on donne à l'élève. Est-ce que ça, c'est intéressant de le noter pour voir la progression? Est-ce qu'une fiche d'observation vous paraît intéressante? Rôle de l'observateur. Qu'est-ce qu'il a à faire, l'observateur? Est-ce qu'il guide? Est-ce qu'il donne les consignes? Est-ce qu'il conseille? Est-ce qu'il est en soutien affectif? Tout ça, il faut l'anticiper. C'est-à-dire, sur le savoir nager aujourd'hui, vous avez vu que les théories cognitives reviennent très fort dans l'enseignement. Donc peut-être que cet observateur-là, avec sa fiche à remplir, ça va être intéressant à argumenter. Justement, pour que l'élève, en termes bio-informationnels, il sache ce qu'il a à faire à quel moment. Moi, je pense aux élèves, vous savez, qui vont dans le test et qui vous disent « Après, je fais quoi ?» Non, mais là, c'est immersion. Oui, maintenant, ils sont en train de faire le test, ils vous parlent en même temps. Alors, ça veut dire que de l'énergie, ils en ont. Il y en a plein qui font ça, qui n'ont pas du tout pensé l'enchaînement des 10 tâches. Ils n'ont pas appris le test par cœur. Et même quand ils passent au bout de 15 passages, ils n'ont pas regardé les autres, ils ne l'ont pas du tout. Et on a l'impression, nous, de répéter tout le temps la même chose. Tout le temps. Nous, on voit sur les tests de début d'année en 6e, le 30e, il va continuer à vous poser la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» D'accord? Donc, voilà, ça. Lui, est-ce qu'il va énoncer les tâches? Est-ce qu'il va aider? Par exemple, j'ai une frite, je suis ton observatrice, je te suis. À un moment donné, tu me dis « Je peux plus », je te donne la frite pour que tu finisses. Par exemple. Mais à un moment donné, c'est toi qui vas me donner le signal pour « Là, je peux plus ». Et donc, je prends la frite et je termine avec ma frite, par exemple. D'accord? C'est le choix. L'élève décide quand il en a besoin. Bioaffectif, émotion forte induite par le milieu. Émotion forte pour tout le monde. Cette année, j'avais une stagiaire sur le savoir nager. Quand j'ai un élève qui a bu la tasse, la stagiaire, elle s'en est pas remise. Elle m'en parle encore. Elle est en M2, elle me dit « Oh, mais j'ai trop peur. » Je dis « Mais en même temps, tu leur as fait tous peur. » Elle monte à crier, elle a été chercher le maître nageur. « Ah, attends. » Je lui donne la perche. Il a bu la tasse, c'est pas grave. Avant qu'il soit vraiment en perdition, il faut qu'il reste 6 minutes. Ah, t'es là. Non, mais voilà, il faut arriver. Elle me dit, mais comment tu fais pour relativiser? Je dis, t'es obligé. Si tu t'es... Même je suis stressée. Il a bu la tasse, bien sûr, ça m'embête. Mais si je le transmets à mes élèves, bah là, c'est fini, quoi. Il faut arriver, on le prend un peu à la dérision. Je me suis moquée un peu de lui et c'était reparti. D'accord? Et donc après, il y a aussi la notion d'échec et réussite. Échec au test. Réussite. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit aux élèves? Est-ce que c'est grave d'échouer? D'accord? Et en ASSN, c'est impossible d'avoir que des réussites. À moins d'avoir des super classes. Enfin, nous, on a plutôt plus d'échecs que de réussites. D'accord? Mais globalement, c'est à nous de... Est-ce que les résultats, on les donne direct? Est-ce qu'on ne les donne pas? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on cherche la progression? Tout ça, en fonction des dossiers que vous allez avoir, il y a des décisions à prendre sur la façon dont vous voulez le présenter. La chute arrière, ok, l'espace, se laisser tomber. Ah ouais, en termes affect, plus que la prise, c'est à un moment donné, vous êtes assis sur votre tapis ou sur votre banc et vous devez vous laisser tomber en arrière dans un milieu que vous ne maîtrisez pas. En termes d'émotions qui va se jouer, c'est énorme. Ça veut dire que ça, il faut bien faire comprendre au jury que vous êtes conscient que le jour où l'élève accepte de chuter en arrière, c'est que vous avez gagné sa confiance jusqu'à la nuit des temps. D'accord? C'est que, voilà. Hein. Surtout, je parle des élèves qui sont non nageurs au début, c'est-à-dire qui n'ont pas validé le test, hein, qui ne sont pas à l'aise avec le milieu. Voilà, donc pareil pour les tapis, j'en ai parlé. Et ensuite, sauvetage. Lucie, excuse-moi, t'attends. Du coup, les gamins qui vont savoir nager, oui. Il y en a plein qui arrivent et qui le valident à la première séance oui. quand même. Oui. Du coup, est-ce que tu peux continuer à parler de savoir nager quand ils valident? Ou est-ce que tu dis, bah du coup, je vais passer plutôt sur du sauvetage À votre avis? Alors, si tu as un dossier savoir nager. Vous avez un dossier savoir nager avec un groupe qui n'ont pas validé le test, un groupe qui a validé. Normalement, si la vidéo est bien faite, vous avez uniquement, enfin si la vidéo est bien faite, si c'est choisi exprès pour le savoir nager, vous allez avoir le savoir nager. C'est ce que tu as eu toi, Emma. Ouais. Voilà. Mais en CP à l'époque. Oui, en CP1 à l'époque. Oui. D'accord? Donc là, par contre, si vous avez les deux niveaux, comme ça arrive parfois dans nos classes, si on veut rester dans la logique du champ d'apprentissage 2, tous les élèves qui ont validé le savoir nager, ben, ils glissent sur les prémices du sauvetage. Donc on augmente un peu les longueurs pour les mettre. Voilà, ben, tout simplement. Après, voilà, c'est à vous de découper. Hein. Oui. Vu le changement de compétence propre, c'est pas obligé de basculer sur le sauvetage. Ah ben oui. Si on dit on va faire mais après, on peut s'acharner à faire du savoir nager de la SSN encore.
Et ceux qui l'ont validé deviennent tuteurs. Non mais voilà, ça dépend de comment, dans le dossier déjà, ce que vous allez trouver dans le dossier. Vas-y. À l'époque, il y avait un deuxième degré, ça va en Alsace. Alors, il y a... C'est pas possible de partir. Non, parce que là, la SSN, c'est le niveau max. Maintenant, aujourd'hui, dans les textes, il y a un niveau un peu avant, vous savez, pour faire les activités comme l'aviron, etc. C'est être capable de nager avec un gilet de sauvetage sur je ne sais pas combien de mètres. Les anses aquatiques. Le test des anses aquatiques, c'est ça. Ça, c'est en dessous. Ça, c'est en dessous. Au-dessus, il n'y a rien, en fait. Avant, il y avait un deuxième niveau, maintenant, il n'y a plus Dans rien. le programme EPS, il y avait un deuxième degré. Avant, ouais, De 12 minutes. c'est ça. Mais plus maintenant. Est-ce que nous, on peut délivrer le test des anses aquatiques? Alors, je sais pas. C'est une vraie question qu'on se pose, puisque nous, on en a besoin pour l'aviron. Et je ne sais pas du tout, parce que moi, j'ai jamais fait passer ce test avec un gilet de sauvetage. Je crois que c'est le maître nageur, il a les documents vierges. Et nous, il faut qu'il y ait, ou alors il faut qu'il y ait le BNSSI de l'équipe. Moi, par exemple, je l'ai, mais j'ai jamais pensé... Je pense que tu pourrais le délivrer. D'accord, je ne savais pas. D'accord, nous, on ne s'embête pas, c'est fait dans le premier degré. Nous, on ne le fait même pas dans le second degré. Okay. Ça a vérifié. Mais c'est peut-être à vérifier au niveau légal, parce que, par exemple, moi, je suis Bézanne. Est-ce que je peux faire passer dans le cadre de l'EPS, vous savez, les 50 mètres pour les colons? Je le fais pas, mais normalement je pourrais. Mais je le fais pas parce qu'il y a peut-être conflit en fonction des deux. Au niveau légalité, administratif, ça je joue pas. C'est-à-dire que moi j'ai vu la SSN. Tu peux dire oui, toi en tant que prof de PS, le chef d'établissement signe et on remet. Là d'accord. Mais après le reste, voir directement, je pense, avec les maîtres nageurs sur le terrain. Quoi. Donc, le chef d'établissement, si. Ah oui. Oui, et c'est ce qui pose problème parfois. Et oui, forcément. Ça veut dire que vous, lorsque vous faites passer le test de la SSN, il y a quand même une méga responsabilité du chef. Donc, vous ne pouvez pas le donner. Moi, si c'est pas hyper nickel, impeccable, je préfère ne pas le donner. Ouais, sinon, ça nous arrivait de donner le diplôme signé par la chef d'établissement et la SSN pour les troisièmes qui allaient en été faire. Alors, on n'a pas fait faire de test de 50 mètres, on est d'accord, c'est la SSN. Mais le chef d'établissement signe. Ah bah après, c'est sa responsabilité. Hein. Ouais. C'est sa responsabilité. J'ai la réponse en fait. Bah, parfait. Sur le certificat des anses aquatiques, l'enseignant seul, y compris du premier degré. Ah ben parfait. Donc ça y est, on sait qu'on peut du coup le faire passer. Alors que le savoir nager, c'est l'enseignant de PS. Voilà, ouais. Voilà. C'est ça. Et après, il existe un premier test avant, c'est le test anti-panique. Ah oui. Là, c'est le conseiller pédagogique qui peut le délivrer. Donc premier degré. Ou le Bézanne. Premier degré ou le maître nageur. Donc le CPC ou le maître nageur. Donc ça, c'est vraiment... Je crois que c'est même avant le cycle 3. Oui, c'est avant le cycle... C'est au cycle 2. 1 ou 2. 1 ou 2, d'accord. Oui, test anti-panique, après aisance aquatique, et après savoir nager. Oui, c'est ça, ouais. Bon après, si, en termes de parcours de formation, c'est intéressant de le savoir, mais ils ne viendront pas vous chercher sur ça. Enfin, je pense pas quand même. Sauf si y a un projet d'école, enfin ça peut exister. Hein. Un projet avec les écoles du secteur, etc. Ah oui, pour valoriser les élèves qui ne l'obtiennent pas à la fin, ça peut être bien de leur délivrer quand même quelque chose. Oui. J'imagine sous réserve de Tout bien à fait. lui faire comprendre que... Tout à fait. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez parler. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On y va, on enchaîne. Donc, au niveau bioénergétique, sauvetage, c'est la même chose. Hein. C'est ce que moi, en tant que nageur, je vais accepter de dépenser comme énergie sur le 200 mètres. D'accord? Avec cette réflexion, cette connaissance de soi. Regardez le lien qu'on peut faire avec les nouveaux textes. Hein. L'éducation au choix. Je me connais, je suis capable de faire le bon choix en fonction de ma condition physique. Ça peut être aussi en fonction de la leçon. Il y a des leçons, on est plus ou moins en forme, etc. Donc je vais pouvoir ajuster mon projet. L'idée de cette mise en projet, je pense que quand on est en sauvetage, proposer des situations d'apprentissage avec l'idée de projet derrière, différents choix, ça me paraît incontournable dans le champ d'apprentissage 2. D'accord? Vraiment, laisser l'opportunité à l'élève de choisir. Ça, il faut le penser bien en amont. C'est-à-dire que ça se justifie au regard du champ d'apprentissage et de sa logique, et ça se justifie au regard aussi justement de l'APSA sauvetage. C'est point. On donne le choix aux élèves, et ils vont s'expérimenter. Et comme ça, ils apprennent à se connaître. Quel indicateur vous allez prélever pour dire que l'élève, là, est en train d'apprendre à se connaître? Qu'est-ce qu'il doit comprendre dans la situation d'apprentissage que vous proposez, qui va lui permettre derrière d'être plus lucide?
quant à la gestion de soi et quant à la gestion de ce fameux 200 mètres. Parce que lorsqu'on fait passer l'épreuve, on a plein d'élèves qui abandonnent, d'accord, qui font 50, 100 mètres et qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus. D'accord. Et malheureusement, dès l'échauffement, on le voit. On est capable d'anticiper, celui-là, quand on est jury sur les épreuves ponctuelles du CAP, BEP ou autre, dès l'échauffement, on dit celui-là, il ira pas, oui. D'accord. Tout dépend de comment on a appris à gérer ça. Ensuite, l'immersion immédiate pour récupérer le mannequin. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 200 mètres, j'arrive à bien essouffler et là, bam. D'accord. J'ai 1 minute, au moment où j'ai touché, j'ai 1 minute pour aller chercher le mannequin et le remorquer sur une distance annoncée. Donc, l'élève qui se dit, moi j'ai besoin de 10 secondes pour souffler, tant pis, j'accepte de perdre 10 secondes pour être sûr d'aller chercher le mannequin la première fois et être capable de le remorquer, c'est déjà un gap par rapport à celui qui touche, qui va essayer 4 fois et qui va perdre 45 secondes. Quoi. D'accord. Donc tout ça, dans la connaissance de soi, c'est pas par hasard. Et le fait, forcément, une anticipation de la part de l'enseignant, donc des situations d'apprentissage spécifiques, pour apprendre à gérer ça. La respiration, quel mode respiratoire? Quel débit? Est-ce que, quand on est en crawl, on va imposer la respiration en 3 temps à nos élèves? D'accord. Parce que voilà, au club, non, dans les livres, j'ai lu que c'était 3 temps pour avoir un équilibre, machin. Non. Est-ce que finalement, c'est si important que ça? Est-ce que 2 temps, des fois, c'est pas bien? Est-ce qu'à un moment donné, passer sur le dos, quand on n'en peut plus, ce serait pas judicieux pour pouvoir récupérer? Enfin voilà, faut pas rester, entre guillemets, axé sur le champ d'apprentissage 1 et sur des techniques spécifiques pour réaliser une performance, mais plutôt sur des techniques pour pouvoir nager à l'économie. Et ça, ce gap-là, cette différence, c'est ce qui fait la différence en champ d'apprentissage 2. Les collègues se plantent, les étudiants se plantent parce qu'ils ne l'envisagent pas comme ça. Ils vont s'acharner à faire travailler du crawl en 3 temps, etc., alors que c'est peut-être pas le plus adapté pour tel ou tel élève. Et accepter d'enlever le chrono, quoi. Là, déjà, dans une première situation, déjà finir le 200 mètres, c'est déjà pas mal. Ensuite, le remorquage en suivant, les techniques de remorquage à expérimenter avec les élèves, et on le voit bien parce que ça plaît, c'est une activité qui plaît pas mal aux élèves parce que ça change. Okay. Et puis c'est parfois proche de situations concrètes, de choses qu'ils voient, de choses la représentation de celui qui va aller sauver, etc. Enfin voilà, c'est important de confronter les élèves à cette difficulté-là, disant quand j'arrive, que j'ai nagé pendant un certain temps et que j'arrive sur une victime qui se débat dans tous les sens, qui va m'épuiser, etc., est-ce que des fois, il ne faut pas attendre que la victime, elle boive la tasse, quoi, avant de la ramener? Non mais, pour être dans le métier, voilà, il y a des fois où vraiment vous vous posez la question quand même, où c'est difficile, hein, voilà, et quand la victime, elle vous emmène au fond parce qu'elle n'en peut plus et que vous n'en pouvez plus, il faut lâcher et puis on attend, quoi. D'accord? Donc, gérer l'effort pour terminer l'épreuve, c'est quand même l'objectif ultime, c'est terminer l'épreuve. D'accord? Au niveau biomécanique, quelle nage sur 200 mètres, on en a déjà parlé. Comment aller chercher le mannequin, on en a déjà parlé. Est-ce qu'on va toucher le mur, s'appuyer sur le mur pour descendre, ne pas toucher? Enfin voilà, c'est compliqué, hein, ces techniques-là. Exploiter les poussées solides ou non? Culbute par culbute, est-ce que ça va m'épuiser de les faire? Oui, non. Est-ce qu'il faut que je pousse? Est-ce qu'il faut que je fasse une coulée sur le 200 mètres? Peut-être travailler les coulées. Si on le fait bien, ça permet d'économiser un moment. D'accord? On fait quand même moins de mouvements quand on a des bonnes coulées, quand on pousse bien fort sur le mur. Enfin voilà, c'est à tester. Quelle technique pour réussir le remorquage? Donc ça, on en avait déjà parlé. Au niveau bio-informationnel. Information quant aux actions à enchaîner. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'eau, là, mais nos élèves, on leur demande est-ce que c'est bon, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? 200 mètres. Attention, vérifiez bien, parce que 200 mètres, 8 longueurs quand on est bassin de 25, c'est pas forcément acquis pour tout le monde. D'accord? On a eu quelques surprises. Ensuite, passer les obstacles. Quels obstacles? Longueur, profondeur, sur quoi vous vous engagez. D'accord? Le lycéen là qui va partir,
Quel choix il fait? Ensuite, aller chercher le mannequin. Quel mannequin? Enfant, adulte? Possibilité pour le candidat de choisir. Là, c'est intéressant. Et sur quelle distance? 5, 10, 15, 20, 25, 30 mètres. D'accord? Sachant que vous avez 1 minute pour le faire. Quand renoncer, l'élève, à un moment donné, dans une situation d'apprentissage sauvetage, est-ce qu'il a moyen de renoncer? À quel moment? En quoi ça va impacter ses apprentissages? De quoi va-t-il prendre conscience? Tout ça, là, il faut pouvoir le justifier auprès d'un jury, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir anticipé. Si je renonce, ok, mais quelque part derrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je dois noter? Qu'est-ce que je dois relever? Ensuite, quelle possibilité le candidat a de faire demi-tour? Le candidat, le lycéen, donc le jour de l'épreuve, il n'a pas de possibilité. Mais le jour, quand vous êtes en situation d'apprentissage, d'accord? Dire à votre jury que dans votre situation, votre élève a la possibilité de faire demi-tour, d'accord? Parce que pour lui, s'engager sur telle ou telle épreuve, ce n'est pas possible, etc. Ok, c'est un apprentissage. Et ça fait partie des étapes que vous aurez balisées dans le parcours de formation. Accrocher le bord, donc renoncer, il y a faire demi-tour, ou s'arrêter et sortir de l'eau. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les élèves, savoir renoncer, pour eux, c'est je m'accroche au bord, je sors de l'eau. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une étape supplémentaire à construire avec eux? Quel type d'obstacle, long ou profond, impact sur la motricité? S'immerger en grande profondeur pour passer un obstacle profond mais pas long, c'est pas la même chose que de nager et de prendre un obstacle de 2 mètres. En termes de dépenses énergétiques, c'est pas pareil. D'accord? C'est non plus pas pareil sur la performance derrière. 200 mètres, il est quand même chronométré. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on perd moins de temps? Oui. C'est quoi un obstacle profond dans une piscine? Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'en sais rien, mais ça existe. Ouais. Tu sais, souvent, moi je l'ai vu une fois, c'était les cages qu'il y a pour les élèves là. Ouais. En fait, ils font passer sur le sous la deuxième. cage. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu une fois comme ça. Je l'ai vu une autre fois sur. Ils avaient mis les collègues, c'était à Paris, ils avaient mis des cerceaux lestés. Voilà, les gamins passaient sous un cerceau lesté assez profond. Voilà, ça je l'ai déjà vu. Mais après, la facilité et la plupart des piscines, ça va être les 2 mètres. Avec souvent, ils mettent 2 lignes. Ou 2. Enfin, j'en sais rien. Ou des fois même des tapis flottants. Ou 2 perches. Voilà, ça dépend. Le sauvetage, ils ont des filets. Ouais, alors en sauvetage, ils ont des filets. Mais nous, on n'y a pas accès à ça en EPS. Très rarement. Mais du coup, comme ils ne doivent pas forcément passer tous les obstacles, c'est-à-dire que dans ta ligne d'eau, ton obstacle, il prend que la moitié de la ligne d'eau. Alors, ça, c'est le problème d'organisation matérielle. Si l'élève, à un moment donné, il se dit « Non, mais moi, je ne peux plus franchir l'obstacle, ça m'épuise, je ne vais pas franchir les 4 derniers. » Ça veut dire qu'il faut penser l'obstacle sur une demi-ligne d'eau, qui puisse passer à côté. Imaginez l'organisation matérielle, mais le texte a été pensé comme ça. Sauf que concrètement, on n'y arrive pas. Donc, quand on met les 2 lignes ou les 2 perches, l'élève, il respire entre les 2. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il ne passe pas l'obstacle, mais il y a quand même immersion. Si on veut vraiment être proche du texte, c'est que les voies aériennes devraient être tout le temps émergées pour que l'élève puisse récupérer et derrière aller chercher le mannequin. Donc voilà, ça, c'est peut-être à penser en fonction de ce que vous avez comme matériel dans la piscine du dossier. Ok? Mais on a tout, on peut imaginer qu'on a tout. Vous avez tout, bien sûr. Alors, vu qu'il y a marqué le matériel, c'est pas un problème. Je crois que c'est marqué dès le début là. Faut y aller quoi. Enfin, faites des propositions innovantes. Pourquoi pas même en largeur quoi. J'en sais rien. Vous pourrez tout inventer pour enseigner savoir nager et sauvetage. Prendre la piscine en largeur. On a toute la piscine le jour de l'agrég. Hein. On a tout. Hein. Ah bah oui. Ça dépend du dossier, mais en général, ils disent que vous avez les conditions matérielles optimales. Hein. Sachant que ça arrive jamais, hein. Sauf à l'autre règle. Ensuite, tout ça j'ai fait. Ah oui. Au niveau bio-informationnel, rôle de l'observateur. Cet observateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il renseigne le temps? Est-ce que le temps va être important? Est-ce que c'est pas le temps d'effort derrière qui va avoir de l'importance? Tu as nagé 5 minutes 30.
C'est pas ton temps aux 200 mètres, c'est t'as nagé 5 minutes 30. Derrière, est-ce que tu es capable d'enchaîner les actions? T'as nagé 3 minutes 10, enfin j'en sais rien. D'accord? Ce rapport au temps, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, dans le référentiel, il y a un barème, c'est barémé, mais c'est barémé avec des fourchettes très larges. Hein. Je crois qu'il y a 30 secondes pour avoir tous les points. Il y a 30 secondes, c'est pas un barème toutes les 3 secondes. Hein. Donc c'est des fourchettes très très larges. Est-ce que nous, en termes de situation d'apprentissage, on ne pourrait pas rester dans cette idée de fourchette assez large? Même pour les CAP, BEP, je crois que c'est moins de 5 minutes 45 ou plus de 5 minutes 45, un truc comme ça. D'accord? Donc, c'est vraiment pas l'idée de performance qui est en avant là. Est-ce qu'il guide? Est-ce qu'il encourage? Est-ce qu'il renseigne? Est-ce qu'il donne le matériel? Est-ce qu'il conseille? C'est un petit peu la même chose que sur le savoir nager, forcément. Il y a une continuité. Hein. Bioaffective, les émotions fortes induites par le milieu. Émotions fortes ressenties par l'état de fatigue extrême que les lycéens vont vivre quand ils vont s'engager dans l'épreuve. D'accord? Ça va les marquer, hein, forcément. Les obstacles, franchir ou non, parfois c'est anxiogène pour certains lycéens. D'accord? Quand on est au bout de sa vie, au bout de 125 mètres et qu'il nous reste encore des obstacles, notamment les tapis, à franchir et qu'on se dit à un moment donné, oh, je pense que je ne vais pas y arriver, mais pourtant le tapis il est là et je ne pourrais pas remonter au milieu des tapis. D'accord? Donc ça, en termes d'affect, ça va toucher. Quelle distance je vais parcourir en remorquage? Moi, j'annonce 20 mètres et je récupère le mannequin, je suis au bout du bout. Ben, je me dis, je renonce, je ne ferai pas 20 mètres, je fais un demi-tour avant, je ferai 2 fois 5 mètres. Ça, il faut quand même déjà préparer les lycéens à vivre ça. Quoi. Parce que eux, à vouloir s'acharner à faire 20 mètres, ils ne vont pas pouvoir revenir dans les temps. Ok? Se connaître, faire des choix, et j'ai marqué, et les bons, il vaut mieux pas se planter quand on va secourir quelqu'un. Quoi. Le choix qu'on va faire, il va falloir faire le bon choix. Juste par rapport à ce que tu disais, revenir dans les temps, c'est-à-dire qu'il a 1 minute pour remorquer. Ouais, et vous savez, c'est des plots le long de la piscine, et donc il y a un plot à 5 mètres, l'aller-retour ça fait 10, puis à 10 mètres ça fait 20 mètres, puis on peut le mettre à 7,50, etc. C'est vraiment en aller-retour. En lycée général, tu oui. fais demi-tour et tu Oui, ben pourquoi? Parce que l'épreuve fait qu'on peut, je crois qu'on peut aller jusqu'à 30 ou 40 mètres, sachant qu'on a un obstacle au milieu de la piscine. C'est impossible. On ne peut pas, à moins qu'ils changent de ligne, etc. Après, ça dépend des conditions matérielles, mais le plus souvent, la mise en œuvre, c'est en aller-retour, et ça correspond complètement au champ d'apprentissage 2, c'est que je suis capable d'aller, de revenir dans le temps imparti. C'est-à-dire que moi, je me connais, je sais qu'en 1 minute, je suis capable d'aller au plot qui est situé à 15 mètres et revenir. Ça fait 30 mètres. D'accord? Et ça, c'est très très important dans les situations d'apprentissage qu'on va proposer, de laisser tout le temps possibilité aux lycéens de s'essayer et d'anticiper. Ça veut dire que moi, je décide aujourd'hui de faire ça. Moi, je vais m'engager sur telle distance. D'accord? Et en fonction du résultat, je vais réguler mon projet. Je vais affiner mon projet. C'est l'idée de projet de performance, projet de déplacement, anticipation, etc. D'accord? C'est vraiment la logique, entre guillemets, de ce champ d'apprentissage 2 qu'il faut tout le temps mettre en avant. Et les candidats, malheureusement, glissent très très souvent sur des acquisitions techniques parce que ça rassure. Et du coup, on n'est plus dans le champ d'apprentissage. Donc après, je vous ai mis savoir nager sauvetage en termes motricité méthodologique et sociale. Ce qui va être important de développer, c'est-à-dire c'est que les priorités que j'ai ciblées. Vous pourriez en avoir d'autres, d'accord? Mais globalement, sauvetage, savoir nager, aujourd'hui, il y a très peu de formations en France. Enfin, quasiment pas, quoi. On regarde un petit peu, là, on s'appelle un petit peu entre formateurs, on est un peu dans le sauvetage, c'est un peu l'activité pauvre. Il y a très très peu de gens investis sur le territoire en EPS qui vont former en sauvetage. Du coup, il y a des choix à faire. Et là, ce que je vous demande, c'est surtout vos choix. L'idée, c'est toujours de les argumenter au regard du champ d'apprentissage, tout le temps. Ne jamais s'en éloigner. Dès l'échauffement, être dans la logique directe du champ d'apprentissage. Ça ne sert à rien de faire un échauffement 4 fois 50 mètres, comme on peut voir dans la vidéo. Ok? Non, et voilà, l'idée c'est d'être OK, mais ce 4 fois 50 mètres, si on veut le mettre dans la logique du champ d'apprentissage 2,
comment on pourrait ajuster cet échauffement pour que l'élève, à un moment donné, il ait la possibilité de choisir. D'accord? Donc, ligne 1, c'est 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50. Vous allez dans la ligne qui va vous permettre d'être échauffé. C'est quoi être échauffé en natation? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie, au niveau des repères? D'accord? Physiologique, qu'est-ce qui se passe en moi en natation? C'est pas la même chose que quand je vais faire mon footing. Hein. En natation, on ne sent pas la chaleur, la transpiration, c'est pas la même chose. Quoi. D'accord? Il y a des choses physiologiques qui se passent que les élèves peuvent ressentir. À nous de les faire ressortir ça. Et quand on ne sait pas, allez vous mettre à l'eau, vous allez vite sentir. Vous nagez 50 mètres, vous allez comprendre. D'accord? Mais ouais. Et ça, prélever ces indicateurs-là et les donner aux élèves, ça participe au fait d'apprendre à se connaître. Donc, à faire des choix et faire des bons choix. Ça va? J'ai parlé super longtemps. Derrière savoir nager, j'ai été chercher les repères de progressivité. Facile. Si on est un peu sec par rapport à ça, on a dans les ressources déjà des étapes. D'accord? C'est non atteint, enfin voilà, partiellement atteint, je veux dire atteint et voire dépassé. Et donc on voit cette progressivité. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, dossier savoir nager, il faut penser ces étapes-là à chaque situation. On est attendu dessus. Hein. Mais t'as vu le repère 4, il commence par un point. Mais oui, mais parce que c'est dépassé. Là, c'est du sauvetage. Quand je vais sauver quelqu'un, je vais plonger. Donc le sauvetage, c'est forcément un début de plongée. Quand ça dépend des... Ça dépend d'où tu vas sauver quelqu'un, mais en général, tu vas gagner du temps en plongeant. Non, mais du coup, l'épreuve finale, c'est avec un plongeon. Ah oui. Mais l'élève peut choisir de sauter. Mais ça va avoir une incidence sur le temps du 200 mètres, on est bien d'accord. Hein. D'accord ? C'est les programmes. C'est les documents ressources. Les ressources, ça vous donne... En fait, j'analyse les ressources. Pourquoi? Parce que le jury va attendre un peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, les textes nous guident. Là, on voit des repères de progressivité. C'est noté comme ça. Ces repères de progressivité, c'est donné pour les profs. Mais pour moi, je trouve que c'est avant tout pour les élèves. D'accord? Si je dois m'auto-positionner en termes de compétences, qu'est-ce que moi, élève, je suis capable de faire? Là, par exemple, accepte la bascule arrière. Je suis validée sur ma chute arrière, là. J'accepte. Et dépasser, c'est OK, la bascule arrière, c'est fait. Maintenant, tu vas plonger dans un grand bain. OK, pourquoi? Parce que dépasser nous emmène vers le sauvetage. OK, savoir nager, sauvetage, même champ d'apprentissage. Maintenant, si on fait un lien avec la vidéo. Ouais. Non, pas du tout. Allez. OK. Je vais faire bugger le... Non, c'est bon. OK. Vous y voyez pas grand-chose. Vous l'avez, j'imagine que vous l'avez visionné avant. D'accord? Donc, on voit une vidéo où on voit des conduites d'élèves. Donc, on a des élèves déjà. Vous avez vu le mur? Ils nagent. C'est classique, hein, c'est tout à fait le type d'élèves qu'on a, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager. On a des élèves qui ne sortent pas les bras, la tête hors de l'eau. C'est un peu ce qu'on a quand on a des élèves qui ne valident pas la SSN, c'est un peu ce niveau-là, concrètement. 6e, chaque fois que je sors le bras, je galère. Et donc, on a première chute arrière. On a des élèves là, bam. Là, c'est validé. Hein. Sachant qu'en plus, là, il y a un truc. La hauteur du mur. En plus, par rapport à l'eau. Donc là, il y a des maîtres nageurs, jamais ils laisseront faire ça. Jamais. Donc, ça, déjà, par rapport à un dossier comme celui-là, on peut dire au jury que la chute arrière, on pourrait l'envisager au départ d'un tapis. Comme ça, plus proche du sol. Au niveau engagement affectif, c'est un petit peu mieux pour ces élèves-là, d'accord? On les accompagne. OK? Sachant que globalement, si un jour ils tombent d'un bateau, on est bien d'accord que c'est pas le tapis qui est à la... Donc ça se défend aussi. Hein. Mais exactement. On peut commencer à l'échelle aussi. Souvent, on met les pieds dans l'eau déjà et on accepte les premières. Vous avez les repères de progressivité, d'accord? Le concept, pour l'amener progressivement à accepter la chute arrière, on peut déjà penser
ces différentes étapes. J'ai les pieds sur l'échelle, je pars en arrière. Je suis assis sur un tapis, je pars en arrière. Puis après, je suis au bord, là. Et après, on a pas mal de, entre guillemets, de réalisations motrices qui vont nous questionner. Globalement, là, c'est pour les 15 mètres sur le ventre. Le matériel. Oui, non, tout le monde l'a. Pourquoi? Est-ce qui est intéressant, ça veut dire que est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est au choix de l'élève? On va regarder dans le dossier, pardon. On va regarder dans le dossier. Est-ce que se déplacer avec une frite dans les mains comme ça devant, c'est imposé pour tous les élèves? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre globalement là? D'accord? Vous avez vu la vidéo? Ok. Donc, Ouais, moi j'ai une question. vas-y. Tout début, là, quand tu les vois rentrer dans l'eau, ils sont deux à sauter en même temps dans le même couloir. Il y en a un qui est à côté de l'échelle. Là? Au tout début, là, voilà. Là. Plus celle qui se tient à l'échelle. Ouais. D'un point de vue sécurité. Les deux là qui arrivent. Ouais, en 6e, moi, ça me choque pas plus que ça. S'ils sont chacun d'un côté, sauter à deux, c'est relativement large. Sauter l'un sur l'autre, ok. Sauter côte à côte, voilà. Après, là où il faut être vigilant, vous savez, sur des élèves qui seraient pas trop sûrs, qui auraient tendance à s'appuyer sur le copain. S'appuyer sur l'échelle en Ouais, sautant. c'est d'accord. Voilà, alors ça, c'est classique. Le gamin, il dit, je veux sauter, puis il saute sur l'échelle. Ça, on l'a tout le temps. C'est que après, moi, je suis toujours embêtée, là. C'est-à-dire que le gamin, il te dit, moi, je veux essayer de sauter, madame. Moi, jamais, je vais lui dire, ah non, non, non. Sinon, le message que je lui donne, c'est, non, t'es pas prêt, vas-y. J'ai dit, bah, vas-y, tente. Sauf que le gamin qui saute sur l'échelle, finalement, il a essayé, mais il n'est pas sûr de lui. Donc, j'ai tendance, moi, à mettre une perche posée sur la ligne et au bord. Comme ça, l'élève, au pire, il attrape la perche. Et je préfère ça plutôt qu'il aille se fracasser la tête contre le mur sur le côté. Donc, sur les premières fois, je mets une perche. Donc, pourquoi je fais ça? Ça va rassurer l'élève qui va sauter pour la première fois, il va pouvoir se raccrocher. Et puis, ceux qui commencent à être bons, ils vont chercher l'immersion, ils doivent ressortir sous la perche. En fait, j'essaie de penser toujours les étapes d'apprentissage que je veux vivre. C'est-à-dire que le gamin qui va s'accrocher à la perche, moi, je ne veux pas le stigmatiser, c'est pas grave. Tu sais, je ne vais pas être au bord avec ma perche à lui donner quand il a sauté, ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit lui qui aille chercher en fonction de son besoin. Et en fait, voilà, ça, c'est important dans les situations que vous allez concevoir, d'aller, de laisser l'opportunité de choix à l'élève tout le temps. Oui, j'en ai besoin, non, j'en ai pas besoin. Et on a des gamins, c'est rigolo, ils attrapent, puis au moment d'attraper, ils lâchent en disant non, c'est bon, je le fais pas. Mais c'est vrai, et du coup, ils ont expérimenté la première fois de leur vie le saut, sachant qu'ils savent qu'il y a la perche, mais du coup, ils enlèvent les bras. Et c'est des fois, je réalise des petites capsules vidéo parce que franchement, ces conduites-là, ça en dit long sur l'importance de ce champ d'apprentissage d'eux à l'école. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une situation d'apprentissage et qu'on l'analyse ensemble au regard de ces conduites-là? On a vu, on a vraiment deux groupes là. On a un groupe déjà assez autonome, qui est plus pour moi sur de l'acquisition technique. Là, donc là, forcément, un dossier comme ça, il va falloir se mettre en rupture, hein, globalement, montrer que, sauf si à chaque fois il y a une histoire de choix, je prends le matériel, je le prends pas, je fais telle distance, je le fais pas, enfin c'est pour travailler les 15 mètres sur le ventre, là, on est d'accord. Hein. Donc, l'idée, c'est de voir, c'est en fonction de vos propositions, il y a moyen de les ancrer dans ce champ d'apprentissage d'eux, quoi qu'il arrive, et d'en ressortir des types d'apprentissage. Donc, ou en savoir nager, ou en sauvetage. Ceux qui ont prévu quelque chose, c'est le moment. Moi, j'ai anticipé, mais c'est pas drôle si c'est moi. Ça fait un bon entraînement. Regardez, lui, c'est caractéristique. Hein. Hop, le mur. Mais il y va quand même, hein, il se donne ce petit. Hein. Peut-être pour le groupe-là, ce serait d'avoir une capacité à se retourner quand on a besoin de récupérer. Yes, oui. Et donc, du coup, enchaîner le ventral et le dorsal. Tandis que l'autre groupe, c'est aussi enchaîner deux actions. Et peut-être un enchaînement d'un déplacement ventral, suivi par exemple d'une immersion. Ouais, carrément, oui. Surtout... Moi, exactement, la frite, je l'ai là. Je me déplace, à un moment donné, je la lâche, je dois passer dessous sans la toucher. C'est un jeu. Je dois passer dessous sans la toucher. Hop, et je la récupère sur le dos, par exemple. Ok, on commence à travailler l'enchaînement pour ce groupe 2. Mais c'est moi qui décide de la lâcher quand je veux.
Je peux la faire 2 fois, 3 fois dans la longueur, 1 fois parce que j'en peux plus. D'accord? Et puis, ça peut être toujours en pensant, c'est des petits, donc on pense ludique. Le niveau 1, là, ce petit gamin, là on voit l'immersion, on y viendra après, mais ce petit gamin qu'on a vu, lui, non, c'est pas lui. Bon, ok, ils sont sur le ventre. D'accord? Ils ont, je sais pas, on imagine entre 2 fois 25 et 4 fois 25 à faire sur le ventre. Sauf qu'à un moment donné, j'en peux plus. Donc, contenu d'enseignement pour dire, je vais récupérer en me mettant sur le dos. Qu'est-ce que je dis à mes élèves? Ok, on le voit, c'est lui là. Ok, on va zoomer sur lui. Tac. Il n'en peut plus. Vous avez vu, il sort la tête. Globalement, le fait de sortir la tête devant fait que j'ai tout mon corps, d'accord, qui coule. Je descends, je suis aspirée vers le fond quand j'ai la tête hors de l'eau. D'accord? Du coup, ça déforme ma posture. Ça m'entraîne une dépense énergétique très importante. Comment je fais pour que cet élève, au lieu de respirer la tête devant, il vrille et il se retrouve sur le dos? Qu'est-ce que je leur dis à ces élèves pour qu'ils y arrivent? De se regrouper. Action de se regrouper pour ensuite. Du coup, je me regroupe, d'accord, et ensuite, je prends de la place dans l'eau. D'accord? Pourquoi pas? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que se grouper, déjà, ça ne va pas entraîner? Enfin, effectivement, c'est chaud quand même. Peut-être Avec des un surplace. de frites. Un surplace et après on bascule sur le dos. Je me mets sur place et après, je bascule sur le dos. Pour basculer sur le dos, quel contenu d'enseignement je donne à l'élève? C'est ça qui m'intéresse. En fait, vous êtes attendu sur ça. Qu'est-ce qui va faire que cet élève-là, qui est en train, déjà, résistance à l'avancement énorme, dépenses énergétiques déjà pour pouvoir respirer et pas couler, etc. Qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'à un moment donné, il puisse se mettre sur le dos pour s'économiser, respirer tranquillement, pouvoir reprendre des forces et repartir? Alors, le regard, ouais. En fait, c'est le pilotage par la tête, toujours. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Regardez en haut. Regardez le plafond. C'est ce qu'on dit aux élèves. Hein. Regardez les drapeaux, regardez le plafond, regardez derrière vous par en haut. Ça peut être des petits jeux. Sur le côté, un observateur qui aurait une planche de couleur qui fait que moi, je vais aller regarder la planche et du coup, ça va commencer à faire partir mon corps. Mais si, à la seule et unique condition, c'est que je sois déjà un peu allongée. Si je suis tout regroupée, je ne vais pas tourner. Hein. D'accord? Donc la posture bien allongée, c'est ce qu'il va falloir préserver au maximum, cette posture-là. D'accord? Donc là, je peux y arriver, et ça c'est ce qu'on dit à l'élève, à condition que ma tête soit immergée. Quand ma tête est immergée, mon corps est à plat. Et là, je vais regarder le plafond d'un seul coup, je ne vais pas regarder devant. D'accord? Donc souvent, l'idée pour que ça marche, c'est que l'observateur, vous savez, des fois il y a des planches, un côté rouge, un côté bleu. L'observateur, il décide, il se met un petit peu derrière par rapport à lui, je suis son observatrice, et je vais mettre un côté, et je vais lui demander de regarder le côté que j'ai choisi. Donc il y a quelque chose qui se passe entre l'observateur et le nageur, c'est un petit jeu. Il a fini sa longueur, alors c'était quel côté? C'est bête, mais c'est juste, c'est un peu l'artefact qui va permettre de déclencher le mouvement. C'est-à-dire qu'en voulant regarder derrière, il va commencer à impulser ce mouvement qui va lui permettre d'être sur le dos. Maintenant, pour tenir sur le dos, Il ne faut pas que l'observateur reste derrière. voilà, surtout pas, parce que si je veux le regarder, je vais couler. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux élèves pour qu'ils puissent rester sur le dos? Quoi? Ils regardent leur nombril. Qui regardent leur nombril, comme ça. Alors ça va faire... Il va t'en vouloir à mort. Monter le menton. Au contraire, ouais. Monter le maximum. Donc, regardez le plafond. Il n'y a pas que ça. Donner les repères bio-informationnels aux élèves. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? Moi, je leur dis, t'en as marre d'entendre ma voix. Mets tes oreilles dans l'eau déjà. Tu m'entendras moins. Parce que je braille tout le temps dans une piscine. Donc, les oreilles dans l'eau, clac, hop, repère. Tête en rien, oreille dans l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Le nombril à la surface. Le ventre à la surface, le nombril qui sort. Je peux poser une bouteille sur ton ventre, ça bouge pas. Ou un verre, vous savez, les verres plastiques là. Je le fais des fois, on remplit un peu d'eau, ça tient. Hop, s'il bouge pas, t'as gagné. D'accord? C'est des petits jeux, des artefacts pour provoquer le mouvement. Ensuite, Battement de jambes. battement de jambes. Alors, battement de jambes, oui, si c'est pas ciseau. Parce que si je sors le genou, quand je fais le ciseau,
Chaque fois que je sors une partie de mon corps de l'eau, là, la flottabilité en prend un coup et je vais descendre. Et quand je suis sur le dos, mes voies aériennes, c'est précieux là. Vous savez, l'eau qui rentre dans le nez là, c'est pas du tout agréable. Donc, moi souvent, je leur dis, il y a les maîtres nageurs, je fais des petites histoires, hein, j'ai dit, c'est les gardes, attention, si vous faites du bruit, ils vont vous punir. Donc, vous devez vous déplacer sans faire de bruit. Il y a un silence dans la piscine, ils sont sous l'eau, si je fais de la mousse comme ça fait du bruit. Donc, tout doucement, je dois me déplacer sans faire de bruit. Ok ? Sans faire de mousse. C'est des petits trucs, voilà. Savoir nager, ça concerne souvent les petits, donc c'est bien de passer par des consignes métaphoriques. D'accord ? Les consignes métaphoriques, j'imagine, voilà, je ne veux pas me faire repérer, je veux discrètement me déplacer. Ou il y a une zone, la zone où il y a les alarmes. Pour ne pas déclencher les alarmes, il ne faut pas que je fasse bouger l'eau de la piscine. Donc voilà, c'est des petits jeux comme ça, pour provoquer les mouvements. Ensuite, là, pour aider à construire cette posture sur le dos qui pose problème, parce que comme les élèves ne sont pas détendus, il y a les jambes qui descendent tout le temps là. Donc on dit on fait les battements. Moi, ça ne me gêne pas de mettre une frite sous les genoux. En mettant une frite sous les genoux, bah, les élèves ils sont concentrés sur le haut du corps. Les jambes ne les emmènent plus au fond. Les jambes flottent. Alors, construire la posture, c'est anxiogène, parce que comme ils cherchent des repères de terrien, ils cherchent à être debout les élèves. Là, la frite, paf, ça va obliger à l'allongement, obliger à s'allonger sur le dos, et ça fait peur aux élèves. Donc, plusieurs étapes. Première étape, je mets ma main sous la tête. J'ai un observateur, j'ai un partenaire là où j'ai pied. Je mets mes deux mains, par exemple, sous la tête. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, les voies aériennes seront émergées. Pas de problème. Puis, au fur et à mesure, je descends mes mains pour que l'élève sente qu'il flotte tout seul. D'accord ? Je suis là, à côté, mais j'enlève le contact avec la tête, je remets, je suis dessous, quoi. D'accord ? Troisième étape, je le fais sans rien. Quatrième étape, je m'allonge tout seul. D'accord ? Vous voyez, c'est tout le temps penser ces repères, c'est-à-dire que moi, je vais proposer la situation d'apprentissage pour tous les élèves, être capable de passer sur le dos. Donc je pars sur le ventre, à un moment donné, je m'économise en passant sur le dos. J'ai mon observateur qui a la frite si j'en ai besoin pour mettre sous mes genoux. Je la demande ou pas. D'accord ? Au départ, moi j'ai peur, je vais aller sur le bord. L'observateur va mettre la main sous la tête. Vous savez, ils sont à genoux, hop. Dès qu'il a la position, il lâche et il va. Deuxième étape, je prends la frite, je m'allonge tout seul. Troisième étape, j'ai plus de frite. Mais à chaque fois, il faut que je donne à mon jury tous les contenus d'enseignement nécessaires. D'un point de vue moteur, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue social. Que doit faire l'observateur ? Que dois-je faire moi d'un point de vue méthodologique ? Ouais. Question. Pour réfléchir les situations sur la condition d'enchaînement d'actions. Exactement. En gros, on ne peut pas faire une situation et j'ai vu qu'à cette séance-là, je vais faire l'immersion. Non, c'est l'immersion pour après nager. Alors, ouais, l'idée, tu peux partir sur une situation d'immersion pure, mais tes élèves qui vont vite réussir, tout de suite, tu penses enchaînement. Moi, c'est pas gênant de travailler l'immersion à un moment donné parce que c'est nécessaire dans le texte. Ce que j'ai dit, le découpage des actions motrices, on découpe, mais très rapidement, on fait évoluer la situation pour que cette immersion, elle soit pensée au niveau enchaînement. Qu'est-ce que j'enchaîne avec ? Comment ? Puisque le test, c'est enchaîner 10 actions, il faut que ce soit enchaîné. Tout le temps. Et du coup, c'est simple. Toutes les situations que vous pensez, remédiation, évolution, enchaînement. En fait, c'est un peu pareil quand c'est à 5. Hein. D'accord ? C'est que je planifie mon projet, je fais, puis je régule. Je planifie mon projet d'entraînement, je réalise, j'analyse et je régule. Je modifie. En champ d'apprentissage 2, c'est pareil. J'apprends un comportement moteur et l'idée, je l'envisage enchaîné avec d'autres actions. Ah ben je l'ai carrément fermé. Ensuite, là on a plutôt fait du savoir nager. L'idée c'est d'aller chercher, alors oral, en sauvetage,
Je vais aller chercher la vidéo directe. Je pense que je l'ai même là. C'est la même. C'était celle-là, hein? Ouais. Ok. En sauvetage. Si on se met dans la logique de cette vidéo-là, par exemple. Donc là, on a un... Les élèves, finalement, c'est non négociable, ils partent sur 450. Ok? Donc là, par exemple, directement, on se dit, non. L'échauffement doit déjà être une première situation d'apprentissage. On est bien d'accord, hein, ça, aujourd'hui, l'échauffement décontextualisé, ça, c'est plus tenable. Hein. Il faut vraiment se dire que l'échauffement qu'on a, l'idée, c'est déjà d'anticiper sur les contenus d'enseignement à développer pendant la leçon. Donc là, 4 x 50, je ne sais pas ce qu'ils ont à vivre, mais pour moi, c'est déjà décontextualisé. On est champ d'apprentissage. Juste peut-être les faire choisir déjà les types de nage qu'ils enchaînent, l'ordre... Ok. Donc 4 x 50, pourquoi pas? Possibilité de changer barres de et 25. ça les chercher. On peut, par rapport à l'enchaînement des actions, on se dit, ah ouais, je fais 50 mètres, mais au bout des 50 mètres, il faut que j'aille chercher l'anneau d'un coup. Par exemple. D'accord? Je teste différents types de nage. Je change en cours de longueur. Pour Ouais. voir, si... Je fais une longueur dans une nage, une longueur dans l'autre nage. Pourquoi pas? Je décide, je me mets en projet, moi, en me disant, ben voilà, je vais tester crawl brass avec l'anneau à la fin. Par exemple. D'accord? En fait, on peut partir de ce qui a été proposé et de se dire, ben moi, je vais le raccrocher au champ d'apprentissage 2. Avec l'idée d'enchaîner, l'idée de laisser le choix et surtout, la mise en projet. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Aujourd'hui, je ne suis pas super en forme. Ben, si je fais un lien avec la CA5, c'est exactement la même chose. Mon projet d'entraînement du jour, je vais l'adapter en fonction de mon état de forme. Et ben, mon projet de déplacement, là, je vais l'adapter en fonction de comment je suis aujourd'hui. Rétropédalage, alors là, c'est dingue. Là, du coup, moi, forcément, je me dis, on va obliger les élèves à faire du rétropédalage. Moi, je me dis, si les gamins, ils y arrivent, la prof, elle est super forte. Parce que même au niveau fédéral, on n'y arrive pas parfois. Donc, globalement, rétropédalage, alors je dis c'est génial parce que ça permet aux élèves de ressentir, ça leur permet d'améliorer un bagage technique. Ok, donc c'est une situation techniciste, clairement, mais qu'il va falloir relier au champ d'apprentissage 2. On peut partir là-dessus en disant rétropédalage obligatoire pendant 15 mètres, puis ensuite on termine la longueur comme on veut. Certains élèves vont continuer le rétropédalage parce que ça fonctionne, d'autres vont se mettre en ciseaux, d'autres en battement, etc. Donc pensez toujours situation, champ d'apprentissage. Donc à l'issue de mon 25 mètres, qu'est-ce que je dois faire? Là on voit, hein, des gamins en rétropédalage, ah, c'est pas mal. Ben, c'est dur, hein. C'est dur, ça avance pas, mais voilà, c'est une première acquisition de technique qui va élargir le bagage moteur de l'élève, qui va lui permettre derrière de pouvoir choisir le mode de déplacement lorsqu'ils vont tracter le mannequin. Ok? Alors, pour ces élèves-là, on a des élèves en termes de motricité aquatique, c'est déjà bien développé, on sait qu'ils ont validé la SSN, ces gamins. D'accord, on les voit. Hein. Ils font demi-tour, ils sont très à l'aise, ils sortent l'eau. Le rétropédalage, les mains hors de l'eau. D'accord, moi je suis joueuse de waterpolo, c'était ce que je détestais le plus, quoi. On faisait des séries comme ça, rétropédalage, les mains hors de l'eau. D'un point de vue énergétique, c'est... On va prendre l'apocalypse. Bientôt, je pourrais plus parler. Ah oui, oui, là. Allez. Situation d'apprentissage que vous pourriez proposer. Bon, vous avez forcément pensé à des trucs. C'est pas possible en voyant la vidéo sans même l'avoir écrit ni quoi que ce soit. Hop, les obstacles. On voit, hein, regardez l'immersion. Vous avez vu, hein, au niveau affect, où est-ce qu'elle passe? Forcément. Encore, il y a un petit peu, il y a des trous dans le tapis, donc ça va. Mais on voit des gamins qui ne sont pas forcément hyper à l'aise, qui touchent le tapis, parce qu'il n'y a pas une véritable immersion.
plus, Et- c'est une piscine de 50 celle-là, non Parce que ça permet même le couloir à la petite piscine. Ouais, je sais même pas. Oui, Ouais. c'est allé haut. C'est allé haut, ouais. Donc oui, c'est 50 mètres. Donc en termes Non, mais énergétiques, là, ils c'est... sont pas sur 50, c'est coupé. Oui, c'est coupé, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le mur non plus pour pousser de l'autre Non, côté. ouais, c'est vrai. Et ouais, ça c'est Ça, c'est horrible. encore pire. Non, c'est vrai. Il vaut mieux se mettre sur 50, je pense. Ouais, vous avez vu hein, les obstacles dans ce sens-là. Et là, par contre, possibilité de renoncer. Là, c'est clair. Intéressant quand même. Donc on se dit, pourquoi pas dans l'aménagement matériel. Là, il y a quasiment 2 mètres de tapis, à peu près. Donc ça correspond un petit peu au texte. On les met sur une partie, les élèves y vont pas, peuvent tester à côté, ils ont le choix de faire l'immersion, mais pas forcément sous le tapis. Ok ? Donc là, on est pas si mal que ça. Fiche d'observation, c'est les INAP, hein, qui sont en hauteur, là, on les voit. La façon dont c'est filmé. Quel type de nage? Oui, voilà, quel type de nage? Est-ce que ça suffit? Non, c'est pas. On n'est pas dans le champ d'apprentissage. Ils sont 2 pour tous. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, les observateurs, ils font un retour aux élèves? On est dans les apprentissages plutôt type sociaux. Qu'est-ce que... Il n'y a pas la valorisation du prof dans le référentiel là? Si, je pense. Si, mais est-ce qu'on doit l'imposer? Je suis pas sûre, mais enfin, voilà, l'idée c'est quand même d'aller au bout de l'épreuve. D'accord? Non, mais en plus, je sais même pas parce que moi, j'ai des gamins qui le font sans être. Les nageurs le font tous en crawl. J'ai une question sur l'observateur. Ouais. Classique en natation, c'est rare hein, d'avoir Merde, c'est une YouTube. observante effectif Ouais. en cours de natation. Souvent, c'est 45 minutes dans l'eau, c'est très bien. Et est-ce qu'à la grecque, ça se défend du coup de dire on met pas d'observateur vu que le temps effectif il est trop court et qu'on priorise vraiment le moteur? Parce que d'un côté, on peut se dire aussi le jury. Aujourd'hui, si je l'autre- pense que c'est pas tenable. Parce que pour la natation, parce que s'il est la moitié dans l'eau, on peut se dire d'un point de vue moteur, vu que c'est la priorité, bon, ben, l'élève, le jury peut nous dire bon, ben, votre élève, j'ai chronométré, sur 40 minutes, il est 10 minutes dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est Au moins une c'est là où je situation, sais pas si ça peut être. au moins une situation d'observation. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tel qu'ils ont pensé l'enseignement de PS dans les textes, etc., proposer une situation, enfin une leçon entière où tu n'as pas d'observateur, est-ce que déjà en EPS, quand tu enseignes la natation, tu mets pas d'observateur? Tu vois, moi je me rends compte que je mets souvent des observateurs. Un, déjà, ça les repose. Et deux, il y a quand même quelque chose qui doit être appris, quoi. Quand je suis observateur, je ne suis pas forcément qu'au service du nageur, c'est que moi aussi j'apprends des trucs. Si le contenu d'enseignement est clairement identifiable, si le critère de réussite, je sais exactement ce que c'est, voilà, là déjà je me dis, ah ouais, en observant mon camarade, je me dis, bon, et moi, est-ce que je le fais ou pas? Tu vois, c'est ce qui se passe dans la tête de nos observateurs, quoi. Après, j'entends des créneaux très courts, sachant que dans les dossiers, à la grecque, je crois que c'est 1 heure dans l'eau. Non, après, Les dossiers, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est 1 heure de pratique effective. En fait, c'est justement pour te dire... Là aussi, il y a une situation réelle où on a. Oui, mais tu l'auras... Les dossiers, je suis sûre que c'est 1 heure de pratique effective. Justement, ils veulent pas... Ah, ok, d'accord. Ils veulent pas que les créneaux de 45 minutes, justement, impactent fortement la leçon proposée par le candidat. Donc non, tu as 1 heure dans l'eau avec tes élèves, un peu comme nous à l'Autrec, quoi, avec des 6e. Donc voilà, ça c'est confortable quand même, 1 heure de pratique. Hein. T'avais, Olivier, une question? voilà, c'était pour aller dans ce sens-là. Je Ouais. pense qu'ils nous imposent la durée de la séance. Oui. Et vraiment, là, il faut penser que vous avez le temps. Et notamment, je pense que c'est pour contrer cette réflexion-là en disant « Ah non, mais moi, je ne mets pas d'observateur parce que je priorise la pratique. » Ouais, non, mais tu sais, en natation, déjà, quand ils ont nagé 45 minutes, s'ils ont vraiment nagé, je pense qu'ils sont cuits. Hein. Non, puis de toute façon, il faut faire les autres attendus de fin de cycle ou de fin de Il y a lycée. tous les attendus de fin de cycle à viser et tu en as toujours sur l'observation. Les rôles sociaux, etc. Ouais, ça permet aussi d'avoir un retour sur l'information, de quantifier le travail des élèves. Tout Ouais, ça. c'est ça. intéressant. Validation des compétences, repère de progressivité, critères de réussite, là où j'en suis. Par exemple, mais même, je pense, sur l'apprentissage 1, l'observateur qui va chronométrer, compter les coups de bras, donner les retours, tous. Et il me semble que dans le savoir nager ou dans le sauvetage, ces retours sur ce qu'on a produit, c'est hyper important. Autant il faut avoir des retours, moi je suis capable de m'auto-évaluer, mais pour apprendre à se connaître et à faire les bons choix, il faut que derrière j'ai un retour sur ce que j'ai fait. C'est-à-dire sur le nombre de longueurs, le nombre d'obstacles touchés, tu le sais, mais globalement, la longueur de tes coulées, les coups de bras.
C'est même ceux qui vont préparer l'oral de natation, ce que je disais à Laurie. Ce qui est important, c'est de vous regrouper et d'aller vous observer dans l'activité pour vous donner, vous, ces repères-là. Quand on nage, on n'a pas tout ça en tête. Hein. D'accord. Déjà, compter les coups de bras, ok. Enfin, respirer, savoir de quel côté je respire, quand, comment. Et pour revenir sur la vidéo, l'exercice où ils font de l'immersion, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est un enchaînement puisqu'ils arrivent et qu'ils sont nagés et, donc là, on est dans le champ, puisqu'ils choisissent l'obstacle, à plus ou moins, parce qu'il y a des cerceaux verticaux. C'est comme ça que je le justifie. Ouais. Comme il y a l'obstacle d'un côté de la ligne à des moments, pas dans toute la vidéo, mais on voit sur une ligne l'obstacle sur un côté, pas d'obstacle de l'autre côté. L'élève a cette opportunité de choix, il enchaîne la nage avec l'obstacle. Là, pourquoi pas? Mais il va falloir dépasser ça. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait apprentissage à un moment donné. Est-ce que là, ils expérimentent uniquement? Quel retour? C'est pour ça que la fiche d'observation, moi je regardais ce qu'il y avait dessus. Et en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas en lien avec le champ d'apprentissage. Ça peut être, le nombre de longueurs réalisées. Moi, je choisis. Aujourd'hui, je vais réussir à en faire 7 en franchissant l'obstacle. Mais derrière, il faut que mon état physiologique me permette d'aller chercher un truc au moins, un truc au départ. L'anneau peut-être pour les débutants, puis le mannequin enfant, puis le mannequin adulte. Vous voyez, la progression en disant, ben moi, après mes 6 longueurs, je peux aller chercher l'anneau. Moi, après mes 8 longueurs, je peux aller chercher l'anneau. Moi, aujourd'hui, ça va être que 4. Ok? Donc là, on est toujours dans cette histoire de je sais pas comment on dit. Je m'auto-gère, enfin j'en sais rien. Mais du coup, dans cet apprentissage de connaissance de soi, j'ai besoin d'autrui pour me donner en fait des références. Mais ça, dans votre situation, la fiche que vous allez montrer au jury, la fiche que vous allez donner à votre élève observateur, elle va être d'une importance considérable. Cette fiche-là, elle doit être en rapport avec le champ d'apprentissage 2. Si c'est juste le temps... Ah oui, j'ai eu peur. Là, c'est nager 10 minutes. Regardez bien, la situation, c'est nager 10 minutes avec franchissement d'obstacles. Donc là, on est proche du champ d'apprentissage 1. Parce que la perf, c'est nager 10 minutes. D'accord? Pourquoi c'est pas, vous avez 10 minutes. Oui, voilà, ils choisissent leur rythme, leur mode de C'est nage ça. et le nombre. Mais du coup, ça veut dire que moi, je suis capable d'annoncer. En 10 minutes, je vais faire 5 longueurs. Ok. Et l'observateur, il regarde, est-ce que c'est 5 longueurs avec franchissement d'obstacle? Mais à l'issue des 5 longueurs, il faut que je sois en mesure d'aller chercher le mannequin ou l'anneau. Sinon, si j'arrive à l'agonie de mes 5 longueurs, je ne suis pas tout à fait dans le sauvetage là. Est-ce que l'échauffement, tu peux imaginer, pour des raisons pratiques, juste aller toucher un objet au fond? Oui, à plusieurs aller toucher le fond, tu n'as pas de matériel, tu vas toucher le fond. D'accord, c'est tout. Enfin, là, à la grecque, tu as tout le matériel que tu veux, mais tu ne veux pas t'embêter avec la mise en place de matériel. À l'issue de mes 5 longueurs, je vais toucher le fond, et là, le chronomètre s'arrête. Tu vois, par exemple, j'en sais rien. Mais là, forcément, à l'issue d'un certain nombre de longueurs. Ah ben oui. Et oui, il faut que ça soit en lien. Enchaîner les actions. Toujours. Et je me suis posé une question parce que du coup les anneaux sont difficiles, les cerceaux dans lesquels ils passent c'est difficile à voir et on voit qu'il y en a qui s'arrêtent au-dessus de l'obstacle parce qu'ils n'ont pas aperçu, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est vraiment ça. Anticiper son projet de déplacement, c'est ça aussi. C'est je nage, j'ai l'obstacle qui arrive, il y a celui qui va se cogner dans l'obstacle, il n'a rien anticipé du tout. Celui qui a pris l'information sur l'obstacle, ça veut dire que nous, pour apprendre aux élèves, on a peut-être une responsabilité, mettre au fond des petits repères. Attention, quand c'est au-dessus de l'anneau bleu, c'est le moment où tu dois commencer à t'immerger. Exemple. Mais tu peux mettre un jaune, un bleu, un rouge, c'est toi qui décides. D'accord? Si tu es hyper près de l'obstacle, ça va t'obliger à aller bien au fond, à remonter. Si tu es hyper loin de l'obstacle, ça va t'obliger à garder une apnée pendant plus longtemps. Enfin voilà, c'est... Et là, l'élève, il est toujours en train de se... Oui, est-ce qu'il y a pas surélevé à un moment donné, à l'approche de l'obstacle, de dire nage la tête hors de l'eau sur des mouvements de bras. Mais ouais, tu prends ton air déjà. Prends ton air. C'est les On les souffle. repères, la distance. Exactement, exactement. Et pourquoi pas? Mais ça, c'est chaque élève va développer sa compétence. Et ça peut être quelque chose que les observateurs vont analyser. Ok, il a rentré la tête à quel moment par rapport à l'obstacle? Plot bleu, plot jaune, enfin plot bleu. Le plot au fond, c'est un peu compliqué, mais cerceau bleu, cerceau... Ouais, sur le bord, mais sur le bord, c'est... On peut pas les mettre en face. On pourrait si. Moi, ça, je le fais. Pour les observateurs, tu mets un cerceau jaune au fond, tu mets un plot jaune au bord de la piscine, un cerceau rouge, un plot rouge, un cerceau bleu, un plot bleu. Comme ça, l'observateur, il coche.
Là, voilà, tu as fait ça, tu as choisi ça, etc. Et on voit l'impact sur la façon de franchir l'obstacle. Ok? Mais toujours, il faut que derrière, il y ait... Je vais m'immerger, quoi. Je vais y aller au fond. Parce que c'est l'essence même de cette activité, c'est ça. C'est dans un état physiologique catastrophique, il faut quand même que je continue à aller au fond, chercher un mannequin, le remorquer, etc. Vas-y. Et là, on est que sur le sauvetage individuel dans les textes, enfin, le sauvetage individuel et collectif, les épreuves collectives. Je sais pas. Je peux pas te répondre, j'en sais rien. Non, mais j'ai cherché, tu m'en avais déjà parlé? J'ai cherché, Après, dans le texte de la grecque, c'est sauvetage. Enfin, dans le programme. J'ai vu une vidéo sur internet, je ne sais pas quelle académie où ils font du sauvetage. Il y a une épreuve où... Parce que c'est une épreuve collective. En sauvetage, sur l'UNSS, par exemple, c'est des relais comme ça. D'accord? C'est des relais, en fait, où ils vont... C'est exactement quasiment la même épreuve avec des tapis, etc., en relais. Mais globalement, dans le cadre du sauvetage tel qu'il est enseigné là par rapport aux épreuves bac, je vois pas le lien, en fait. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a de plus avec le sauvetage collectif. Si quelqu'un le sait. Mais sur EduSchool, c'était, ça faisait limite presque PSE1, quoi. C'était en équipe, on a ça, qui part en premier, qui fait quoi. Comment je m'organise pour aller sauver, secourir une personne. Ouais. J'ai vu une vidéo de gamins, ça peut être collège 3e, un cycle 3e où ils sont en équipe. Avec un tapis. Et c'est pas un tapis, un obstacle à franchir, mais donc c'est les gamins eux-mêmes qui se sauvent entre eux. Oui, c'est ça. Il y a des victimes, en plus il y a quelqu'un qui annonce, attention, la victime, ça fait un moment qu'elle fait l'allumette vite. Enfin, il y a des contraintes. Là, ils sont par équipe. Pour moi, c'est limite préparé au BNSSA, quoi. Ah, mais c'est ça. Oui. Et même au BNSSA, c'est pas collectif. Il n'y a pas d'épreuve collective. C'est individuel à chaque fois. D'accord? Donc, même en termes fédéral. T'es sûr? Parce que moi, je demandais au maître nageur, et il me disait attention, c'est toujours celui qui est dans l'eau qui commande, qui donne les ordres. Donc, et lui, apparemment, il forme. Ah oui, mais Bézanne. Oui. Ah oui, Bézanne, oui. Bézanne, il y a le chef de poste qui donne tous les ordres. Ah oui, voilà. c'est clair. C'est toi qui sors le gars de l'eau, mais après, quelqu'un prend le relais. C'est ça. Mais ça, c'est Bézanne. T'imagines le niveau? Enfin, c'est MNS, enfin, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui maintenant, mais voilà, ça, oui, on a été formés comme ça. T'as celui qui donne l'ordre et les autres, clac, le premier qui voit la victime et qui y va, c'est lui qui annonce tout, qui donne tous les ordres de tout le monde et chacun sait ce qu'il a à faire. Mais c'est pas le BNSSA, même pas. Donc, est-ce que c'est les prémices de ça? Sur l'évolution du sauvetage, parce que le sauvetage dépassé, quoi. Quand les gamins sont capables de le faire tout seuls, après on y va en équipe. Parce que déjà, il faut s'entendre. Mais moi, je me dis, les textes lycée, on est en train de tout mettre sur le parcours à venir, tout mettre sur l'histoire du choix, etc. D'accord? Là, le sauvetage en équipe, pour moi, c'est plutôt savoir s'entendre en équipe, plutôt le parcours citoyen, etc. Là, tu vois, enfin, moi, j'essaie de rester très pragmatique au regard des textes qui sortent. Je me dis, moi, j'ai orienté l'intervention d'aujourd'hui sur la notion de choix. Équiper les élèves, leur permettre d'être suffisamment outillés pour se connaître et faire le bon choix au regard de qui on est. C'est un peu, les textes lycées nous poussent à ça un peu. D'accord? Donc moi, je me suis dit, je reste très stratégique. Voilà, je reste dans les textes. C'est pour ça que sauvetage collectif, je me dis, j'en ai vu, mais là, j'ai dit, je ne vois pas en fait comment je peux le justifier, quoi. Eux, ils nous disent comme tâche complexe, en fait. Ouais. Créer l'incertitude. Ouais, mais là, c'est ultra complexe. Oui, c'est ça la vidéo que j'ai vue. Oui, tâche complexe. Ouais, tâche complexe. C'est pas Créteil, ça? C'est pas Laurent Fouchard? Je me demande si c'est pas l'Académie de Bordeaux. Ouais, parce que j'aurais dit plutôt Bordeaux. Ce serait bien le type, Laurent Fouchard. Non. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est bon pour vous? Petite pause avant que Gilles enchaîne. J'espère qu'il vous a pas oublié surtout. Il est peut-être sous l'eau, ouais.